when it's red, it means that it's on. Donc là, par exemple, on est à l'antenne. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans la Bulle de Rêve. On parlait un tout petit peu comme d'habitude, mais si vous êtes un peu habitué de Bulle de Rêve, vous savez qu'on discute un petit peu. Bonjour à tout le monde, bienvenue pour cette émission, une émission qui change un tout petit peu de Janvier. Janvier était, vous rappelez, le jury de la critique du PF qui était venu parler des films, écorcher les films pour certains d'ailleurs, mais parler aussi de choses intéressantes, donc ça c'était super. Et là on a décidé d'avoir deux invités, on est super ravis d'avoir ces deux invités. Émilie Pijard, bonjour Émilie. Salut Alexis. Et ensuite Varia Yakovleva. We will speak in English with Varia, but I will translate. Don't worry, Varia, because she's not coming from France, she's coming from far country. Yeah, I'm from Russia. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc elle vient de nous le dire, elle est de Russie. Et pour combiner l'équipe, vous avez fait, c'est pas mal, vous êtes séparés, d'un côté les invités, de l'autre côté l'équipe. Pascal Leduc, bonjour Pascal. Bonjour tout le monde. Pascal qui nous parlera un peu de son voyage à Berlin. Parce qu'il va à Berlin, Pascal, attention. Et au Festival de Berlin. Et Nicolas Tisse, bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas qui nous parlera, on va essayer, parce qu'on a beaucoup de monde, donc de l'idée de cette journée sur ce fabuleux film. L'idée que si vous n'avez pas vu, tous les auditeurs et auditrices de Radio Libertaire doivent voir l'idée. C'est de Bertolt Bartosz, c'est d'après France Mazerel, et c'est... Voilà comment, tu t'en parleras largement mieux que moi, mais c'est un film que j'aime beaucoup montrer, film politique très fort sur, voilà, quand on met une idée en avant, on a beau être qu'un être humain, l'idée va rester. On retrouve ça aussi dans Lyon et la chanson de Bretislav Poyar. Enfin voilà, c'est vraiment cette idée, quand une idée peut rester. Donc voilà, je voulais juste, je sais pas, Varia will stay in French right now, if you don't mind. Okay. Thank you. So, donc je vais rester un peu en français, je vais juste peut-être pour la dernière fois, c'est peut-être un moment exceptionnel qu'on vit, je vais peut-être râler pour la dernière fois, après j'arrêterai de râler. Mais il fallait que je râle encore aujourd'hui. Ça se trouve, le mois prochain, je râle. Hier, il y a eu une cérémonie. Alors bon, il y a une de nos invités qui a reçu un prix hier, donc on va dire. Mais quand même, il y a une cérémonie, donc il y a la cérémonie des Césars, que certains et certaines d'entre nous ont suivi. Et si on est plutôt content au niveau de l'animation, je tiens à rappeler aux gens sur le cas qui ont beaucoup râlé, en effet, sur le fait qu'il y ait peu de femmes en réalisatrice. C'est pas vrai, puisque nous, on avait 4 femmes réalisatrices en court-métrage, rien qu'en court-métrage, et qu'on avait une parité de femmes réalisatrices et de femmes réalisateurs en long métrage. Alors évidemment, et de femmes réalisateurs. J'ai dit de femmes réalisateurs. Je suis fatigué. Je me suis couché. Commence pas Nicolas, merci. Donc de femmes réalisatrices. Non, on a de réalisatrices, pardon. Ah Nicolas, tu commences. Donc en tout cas, l'idée, c'est que nous on avait au moins donc plus que ça, et en plus, je suis complètement troublé maintenant. Merci. et en plus. Une femme a gagné le long métrage et 2 femmes ont gagné le court métrage. Donc voilà, donc ça c'était à dire. Il y a aussi une chose qui est à dire, qui est je sais pas pourquoi les Césars tendent à, alors qu'on sait que les Césars normalement sont là pour défendre le cinéma d'auteur, tendent à descendre ce cinéma d'auteur. Alors je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est drôle, tous ces commentateurs et ces gens qui sont sur scène et qui nous font des blagues sur le cinéma français, sur les titres trop longs du cinéma français. Alors je sais plus, Jérôme Commandeur, je crois, je sais même pas qui c'est, tous ces gens-là, fait cette blague en disant, alors c'est quand il y a un bon dialogue, et ils prennent le dialogue et ils font une longue phrase. Ça commence à être fatigant. D'un seul coup, il faut se moquer du cinéma français qu'on essaie quand même de mettre en avant. Et donc voilà, nous reparlant d'Astérix, Obélix, des choses comme ça. Donc c'est un petit peu... Enfin, au bout d'un moment donné, il faut arrêter un tout petit peu où on défend ce cinéma-là. Et bien évidemment, je me demande si on le défend ce cinéma-là, puisque tous les... et on en parlait hors antenne, mais depuis maintenant des années, le César d'honneur est donné à quelqu'un qui vient d'Hollywood. Alors que, je l'ai déjà dit, je ne sais pas si les gens des Césars... dont j'avoue, on est quelques-uns à faire partie dans des comités ou des choses comme ça, sont au courant, mais le cinéma existe aussi dans le monde entier. C'est peut-être un peu un choc pour des gens, mais c'est important de le savoir. Donc il y a plein de réalisateurs et de réalisatrices, de gens. On parlait de Miyazaki en animation, un César d'honneur à la Guilloni. Ça serait beau quand même, non ? C'est quand même. Donc voilà. Et juste pour finir, avant ça, il y a eu un moment donné, si vous avez suivi, qui a été assez scandaleux, donc on ne peut qu'en parler, qui a été à un moment donné, alors, de censure par Canal+, mais où une jeune femme, je sais pas, j'étais trop loin de toute façon pour voir, mais en tout cas, est montée sur scène avec un t-shirt, donc visiblement, moi j'ai pas tout compris, mais disant que c'est bientôt la fin du monde, donc c'était par rapport à ce qu'on est en train de faire à la planète, et c'est vrai qu'elle a été, on va le dire, dégagée manu militari de manière assez sauvage par 2 vigiles.
ce qui est le plus scandaleux, beaucoup parlent de l'attitude de Canal+, mais encore une fois, Canal+, c'est une chaîne vendue depuis quand même des années, donc on va quand même pas s'attendre à Canal+, qui nous fasse un truc politique. Ce qui était scandaleux, c'est qu'évidemment, personne de cette grande famille du cinéma, qui est pourtant, a priori, soi-disant, pas cool, mais en tout cas, ouais, qui s'intéresse à justement tout ce qui est écologie, enfin, tout ce qui est autour du monde. Et je dis, ouais, vous le voyez pas parce que je suis à la radio, mais je fais des parenthèses, voilà, en l'air. Personne n'a rien fait, dont notamment les deux présentateurs, et le présentateur qu'on a rajouté, en effet, Pascal me le rappelait, en disant que son t-shirt n'était pas repassé. Était même pas repassé. Donc voilà. Enfin, donc en plus, enfin voilà. Donc je sais que là, Radio Libertaire, il y a pas. Enfin, beaucoup de gens seront d'accord et trouveront ça évidemment scandaleux, mais c'était à redire parce que. Voilà, ça se fait pas, ce genre de choses. Ça se fait pas parce qu'en plus après on nous fait disant que la cérémonie est dédiée à l'Ukraine, on passe une vidéo iranienne, c'est-à-dire qu'on fait des jolies choses pour se donner bonne conscience, et qu'à côté de ça, quand quelqu'un vient, on la vire, alors que là on a un être humain aussi devant nous, donc c'est toujours un peu compliqué. Bon, en tout cas, deux petites choses aussi. C'est Sawako Kabuki, et ça on va sur autre chose, fait une exposition pour les gens qui sont à Paris, qui vont venir à Paris, réalisatrice japonaise complètement délirante. On a de la chance, on a aussi une réalisatrice assez délirante aujourd'hui, donc voilà. Et donc allez voir Sawako Kabuki, c'est vraiment super, c'est à la galerie Miyu. Pour commencer, on va faire de l'auto-promo pour mon frère. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Il vient de sortir son nouvel album, un nouvel album que j'ai avec moi. Et j'en parle parce que donc, ça s'appelle Blue Waltz. Avec Björn Ingelsman et Félix Huneau, donc mon frère dont je vous ai déjà parlé, c'est un quintet, et l'album est vraiment bien. Alors vous allez dire oui, c'est normal, c'est son frère, il parle ça, mais vraiment je trouve qu'il y a des fois voilà, c'est pas parce que c'est des gens qu'on connaît ou qu'on aime qu'on n'a pas le droit d'en parler, et donc voilà, donc l'album vient de sortir, s'appelle Blue Waltz, et il joue demain dans un bar qui s'appelle le Petit Père, 20 rue Orfila, dans le 20e à Gambetta. C'est un bar, donc il n'y a pas à payer, vous payez la boisson et choses comme ça, et voilà, donc c'est super bien, vraiment. Donc on va passer le morceau 3, j'ai préparé, qui s'appelle Indiana, mais tu vois, je pense que Nicolette a marqué piste 3. Il y a un côté un peu pour comme ça. Donc on écoute ça et on revient après avec nos deux invités, Émilie et Varia. À tout de suite. Je crois que je vous l'ai fait 150 000 fois ce truc, mais j'adore quand Nicolas nous fait antenne. C'est un moment préféré. Je sais, je suis désolé, je me répète. C'est ça la vieillesse. Donc Blue Waltz, le dernier album donc de Björn Ingelstam, avec donc Félix Huneau à la guitare. So, okay, today, sorry. Tout va bien? Tout va bien. Après la soirée, donc Émilie en effet donc a remporté le CIR d'animation du court-métrage. C'était prévu bien avant qu'on t'invite. Oui, c'était on voulait t'inviter depuis très longtemps, donc on ne t'a pas invité, mais bon, c'est rigolo que ça tombe juste la veille. Donc merci d'être venu, parce que je sais que la nuit a été longue. Oui, on a dansé tard. Et donc voilà, donc c'est super que tu sois là. Tu peux nous rappeler, on va juste faire très simple au début, les débuts. Avant même l'ENSAD, tu te rappelles cette phrase qu'on vous pose tout le temps, quand est-ce que tu as commencé à dessiner, quand est-ce que c'est venu? J'ai commencé assez tard par rapport à certaines personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit qu'ils avaient un crayon depuis qu'ils étaient petits. Moi, je faisais pas de dessin parce que mon frère dessinait beaucoup. C'était lui le dessinateur. Lui, il faisait des BD, il avait carrément un petit magazine au collège où il faisait toutes les BD. Et donc c'était un peu lui le crayon, et du coup, comme moi, j'ai jamais voulu faire comme mon frangin, je faisais plus de la pâte à modeler, des collages, mais j'utilisais pas le dessin. Mais voilà, je voulais pas faire comme lui. Et puis à un moment, il a arrêté le dessin. Du coup, je me suis dit vas-y, je vais prendre le relais du coup, et je me suis mise grave à dessiner à ce moment-là. Et donc c'est assez tard, donc c'est je dirais en première. Et en première, c'est parce que j'ai rencontré, je commençais un peu à lâcher à l'école en première. J'en avais marre. Je me disais vraiment, je voulais vraiment faire d'autres trucs. Je me faisais un peu chier. Et du coup, j'avais un pote qui faisait des caricatures de profs. Jean-Rémy, je me souviens très bien. Et il faisait des caricatures de profs, et ça me passionnait, ça me faisait mourir de rire, et il les faisait vachement bien, quoi. Et je me disais, je veux faire la même chose, moi, je veux faire rire les copains et les caricatures. Et en fait, j'ai commencé comme ça en première, mais du coup, après, je me suis bouffée du dessin pendant des années, mais
comparé à d'autres, j'ai commencé très tard. On va en reparler, c'est pour ça qu'il y a une grande liberté dans ton dessin ou t'es quand même passé par tout un côté plus académique avant d'arriver à cette liberté? Ouais, quand même. J'ai pas été une grande académicienne du dessin, mais en fait, si, quand même, parce que j'ai rencontré un artiste aussi assez jeune, un artiste syrien qui s'appelle Kazem et qui, lui, avait un atelier en bas de chez moi, dans un petit moulin. J'étais en banlieue parisienne, moi. Il avait un petit atelier et tout. Et j'ai été fan de ce qu'il faisait à 16-17 ans. Et en fait, il parlait pas très bien le français à l'époque. Et moi, je lui disais, écoute, on va faire un deal, tu m'apprends à ce que tu sais faire, là. Toutes tes peintures, tous tes machins, et moi je t'apprends un peu le français. Et donc j'allais dans son atelier vraiment, et on parlait avec les mains, on essayait, et lui a vachement appris le dessin, et il était très académicien. Kazem, il a toujours fait des signatures mortes. Si tu viens chez ma mère à Bordeaux, tu verrais chez elle, là, elle a gardé tout ce que je faisais à l'époque, et c'est des théières, c'est des pommes, c'est des poires, et je suis passée par toute cette période-là, et très longtemps aux Arts Déco même, j'étais assez dans ce truc de, je voulais vraiment représenter le réel, vraiment très très classique. J'en ai plein, j'ai vraiment plein de trucs comme ça. Mais Kazem aussi il me disait souvent, mais toi t'as une folie, il faut que tu la gardes. Et il me disait, je sens que dans ton trait t'as quand même un truc, et il m'a donné confiance dans ce trait aussi, et que j'ai réussi après un peu plus à lâcher et à assumer, parce que au début je l'assumais pas. Et pourquoi l'ENSAD alors, si t'étais plutôt dans le côté réaliste, et même si t'avais cette folie qui était derrière? Tu voulais faire quelque chose de plus académique, entre guillemets, en quelle époque? Pourquoi choisir une école qui après n'est pas reconnue pour son côté académisme, en tout cas? Ouais, les Arts Déco, je dirais, c'est parce que c'était plus pour faire plaisir à mon père. Même si c'est quand même fou d'avoir les Arts Déco, quand j'y repense, j'étais méga contente, parce qu'il y en a peu d'élus quand même. Les Arts Déco, c'est un concours et tout. Mais c'est plus parce que mon père, j'ai pas des parents qui sont du tout dans l'art, et mon père il est ingénieur informaticien, et c'est vrai qu'il avait visité les écoles avec moi. On avait fait du Perret, Estienne, Boulle, toutes ces écoles. Ça faisait un peu pétiller mon père, et ça le rassurait de se dire une école d'art appliqué, c'est bien, ma fille va trouver du boulot. Alors que moi je voulais faire les Beaux-Arts, clairement. J'avais avec une copine un plan de faire les Beaux-Arts de Mulhouse, d'Épinal. C'était un plan et tout, et mon père me stoppait un peu. Il voulait pas forcément, et du coup il m'avait dit c'est une école d'art appliqué que tu feras, quoi. Et en plus il y avait une contrainte un peu de il voulait pas mettre de thunes, mon père, il voulait pas me payer, tu vois, des écoles, c'était compliqué, tu vois, on n'avait pas, il avait pas les moyens forcément pour me payer des études. Parce que les écoles sont très chères, les écoles d'anime, des trucs comme ça, et l'anime est pas venu tout de suite, aussi, tu vois. Donc et en fait la seule solution, gratuité et école d'art appliqué, qu'est-ce qu'il y a? Les Arts Déco. Donc en fait j'ai tenté que les Arts Déco. Donc on peut remercier ton père d'avoir plutôt, pour nous les gens de l'animation, plutôt d'avoir amené l'air là. Peut-être t'aurais été au Beaux-Arts et t'aurais pas fait d'anime de suite. Je sais pas, de tout. J'en sais rien, on sait pas. J'en sais rien. On va pas refaire avec des ta vie. Maria, so we'll begin. Is it maybe you have to take the mic? Yeah, a little bit, yes. I was asking Emily about the beginning, and she said that she didn't start maybe like a lot of people, like, you know, in animation you say at 3 or 4 I already have a pen and I was drawing and everything like that, and she said she started later than that. What about you? Did you start like you were 3 o'clock or 3 o'clock 3 years? Okay. Yes, at 3 o'clock when I was 18. That's it. It was actually 3 o'clock. So I don't remember PM or AM. But yeah, I started drawing when I was 18, and after I have arts college, university, and finally I started to make animation shows as a director just a few years ago. Before I worked as an artist, and I still work as an artist and illustrator. And sorry that I don't speak French. I hope you can translate. Donc oui, je lui demandais la même question, donc elle s'excuse déjà de ne pas parler français. En effet, comme je vous l'ai dit, Maria fait partie de ces nombreux réalisateurs et réalisatrices qui ont quitté la Russie, évidemment avec ce qui se passe là-bas l'année dernière. Donc voilà, donc j'ai fait une erreur, si vous avez compris, j'ai fait une erreur, le dû demander si elle avait commencé à 3 ans, comme tout le monde, de quoi j'ai dit, est-ce qu'elle a commencé à 3 heures. Donc elle plaisantait avec ça en disant, je ne me rappelle plus si c'est
le matin ou l'après-midi, mais en effet, ça devait être 3 heures. Donc, elle a commencé à dessiner à 18 ans, en fait, et elle a été dans une école d'art. Et ensuite, elle a fait l'université. Elle a commencé à faire, en effet, on va en parler un petit peu, des courts-métrages, récemment. Et elle est toujours artiste et illustratrice. Aujourd'hui encore, pareil, c'est des choses dont on parlera. But do you remember, I don't know, maybe the first time that you had the idea of becoming an artist with your drawing? It was like maybe more, let's do that and we will see what's happened. Yes, I just moved in a different city from my first city, and I discovered for myself students of art college. So it was funny community, and I like them. And I started to draw with them. Donc elle a été, je lui demandais si c'est arrivé comme ça, si elle se souvenait un peu de quand est arrivée cette envie un peu d'être artiste, en tout cas de pouvoir vivre aussi avec le dessin. Elle disait elle a changé de ville, et à partir du moment où elle a changé de ville, en fait, elle a découvert l'art, la communauté des artistes. Elle a trouvé que c'était plutôt une communauté sympa et agréable. Donc voilà, elle s'est dit pourquoi pas. It's interesting because Emily was also saying that because of meeting people, she become more interested in drawing and things like that. So meeting are important. Yeah, the community is important, and I think that the animation community is the best. Donc voilà, je disais, le rencontrer, Émilie nous disait à quel point les rencontres peuvent être importantes par rapport à leur travail, et d'un seul coup, en effet, de dire que et Maria répondait que oui, les communautés sont évidemment très très importantes, et notamment, bien sûr, la communauté de l'animation qui est la meilleure. Je sais pas si c'est vrai, mais voilà, de loin, dit Émilie. Bien sûr, évidemment, mes deux camarades qui aujourd'hui arborent de superbes pulls rouges, et parce que vous êtes à la radio, mais il faut quand même qu'on dise des choses comme ça, et marron bleu avec des rayures. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à lever la main comme à l'école, même si on n'aimait pas l'école. Émilie, quand on regarde ton trait, quand on regarde les premiers films, on va en parler parce que c'est quand même super important. Il y a cette liberté assez abondante du trait, comme tu dis. Comment tu as réussi à le dompter pour aussi en faire de l'animation? Parce que l'illustration, entre guillemets, je sais pas que c'est plus simple, loin de là, mais voilà, on fait une image, alors que là, évidemment, il faut faire plusieurs images, et il faut quand même, malgré tout. Et tu réussis à garder ça, alors que souvent, quand on regarde, évidemment, dans d'autres films, il y a souvent l'idée de se dire attention, il faut simplifier au maximum, qu'il n'y ait pas trop de traits un peu partout. Comment t'as essayé de maîtriser ça? Du coup, on revient un peu aux arts déco, où en effet, les arts déco, c'est pendant 5 ans. Donc moi, j'avais pris animation, et dans ce secteur, on est assez free, quoi. On est assez libre d'expérimenter, de faire des choses, de se rater et tout. Et en fait, c'est vrai que moi, je faisais beaucoup de bancs-titres et de stop-mo aux arts déco. J'avais une copine, Cindy Lowe, qui est aussi une réalisatrice et illustratrice, avec qui on faisait beaucoup de projets ensemble et tout. Mais voilà, plus de la stop-mo. Et en fait, la dernière année, on a le grand projet. C'est le mot qui faisait peur à tous les étudiants. Et donc, on doit faire quelque chose, quoi, pour se vendre à la sortie de l'école, quoi. Et j'avais cette idée de faire un film un peu autobiographique, délirant, sur mon chien. Je trouvais ça un peu cucu. J'en parlais vachement à mes profs. Je disais, ça va être dur quand même de faire sur mon chien. Ils m'ont dit, non, vas-y, crois et tout. Et en fait, je voulais parler de souvenirs aussi. J'ai toujours été très attirée par les souvenirs. C'est quelque chose qui me travaille dans mon travail. Et du coup, je me disais, utiliser le dessin d'enfant, ça peut être intéressant pour revenir à ça, à ces souvenirs. Et la chance que j'avais eue, c'est que j'avais fait encore ces rencontres, comme on disait. J'avais rencontré une réalisatrice russe, Anna Bergman, avec qui j'étais partie à Chicago et puis à New York. Elle m'avait emmenée travailler avec elle, un truc de fou. Et elle avait un petit garçon de 4 ans qui s'appelait Lucas. Et moi, je parlais allemand. C'était très délirant parce que je parlais allemand avec elle. On était aux États-Unis. C'était assez incroyable de pouvoir mêler ces deux langues. Et en fait, il y avait Lucas avec qui j'avais commencé à faire un petit carnet. Et on dessinait tous les jours ensemble. En fait, il adorait dessiner.
Et du coup, je l'aidais un peu et je lui faisais faire des exercices de dessin, mais en même temps, on avait ce carnet où tous les deux, on essayait de dessiner comme ça. Et j'adorais ces dessins. J'étais fan de ce gamin de 4 ans. Mais je dévorais ses dessins. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai envie de faire un truc avec ces dessins. En fait, j'ai envie de. Et en fait, je l'ai copié, tout simplement. Je l'ai pompé, ce gamin. Et je me suis dit, je vais utiliser ça et je vais rester dans cette énergie de comme Lucas, d'être un enfant dans l'animation, quoi. Et en fait, je suis pas du tout technicienne. Hein. Je vois bien que quand je passe en production, je suis animée que mes trucs, quoi. Donc en fait, cette liberté, c'est juste que je suis un enfant en fait qui essaie de faire mon process, quoi. J'ai pas de technique, quoi. On va en reparler juste après parce que c'est intéressant. En parlant là des films, comme d'habitude, hein, si vous regardez parce que là je l'ai bien fait aujourd'hui sur le site de Bulle de Rêve, vous avez des liens pour voir le travail d'Emilie Eudvaria pour un peu justement comprendre un peu mieux de quoi aussi on peut parler. I completely forgot the question. It happens sometimes with me, so don't worry. When we look at your film, Varia, you change the style from a film to another almost. Why? I mean, did you have a style from the beginning, or no, you like to change it? Even if you now for like maybe 1 year you still have the same style, do you change because of the story, because of your mood? I don't know. I have a style maybe in my topics, in some which I prefer. It's in security. I changed technique because it's boring to do all the same. It's interesting to make some experimental. I have my style in illustration, so don't know. Yeah, I changed. The first one was about abuse relationship. The second film was about homeless, documentary animation about homeless person who lived, immigrant who lived in Russia. Now about abuse again, and soon I hope I will make a new one here in France. It's about complicated relationship between daughter and father, and about the feel of guilty and pressure of society. Yes, and I will make it again a new technique. Donc je lui demandais par rapport à cette technique, parce que si vous regardez en effet ces 3 films, et c'est un peu pas ce qui sépare, parce qu'il y a aussi des choses différentes dans le travail d'Emilie, c'est plutôt un changement de technique, donc je lui demandais ses illustrations, enfin c'était venu très rapidement, et elle dit qu'en fait c'est surtout le sujet, au niveau du sujet qu'elle a peut-être quelque chose qui est dans tout son travail, qui est notamment, donc elle dit l'insécurité, qui est cette idée-là, mais l'idée c'est que oui, c'est ennuyant d'avoir, pour elle en tout cas, toujours la même technique, donc il y a l'idée d'expérimenter qui est important, donc elle a sûrement un style dans son illustration, dans ce qu'elle fait en illustration, mais en tout cas pas forcément donc dans ces sujets. Le premier film, on va en reparler, elle en parle déjà, c'est les violences, le conjugal, donc abuse, un peu difficile à traduire, mais en tout cas oui, c'est plutôt ça. Deuxième, on en reparlera, c'est un immigrant SDF en Russie, et le troisième est de nouveau sur ces violences, et là son nouveau film dont elle a commencé à travailler en résidence, et un film sur les relations très compliquées entre un père et une fille, et c'est le sentiment de culpabilité que la fille peut avoir par rapport à son père, et cette pression aussi de la société qui peut y avoir, et ce sera encore une nouvelle technique. On va faire une petite pause musicale et on va prendre le premier choix qui est c'est comme ça, on a pris le choix d'Emilie, qui peut-être qu'elle nous en parlera après pourquoi elle a décidé de prendre, mais voilà, on va pouvoir continuer à danser ici et puis peut-être chez vous. Elle a choisi Bronski Beat, Jimmy Somerville, Small Town Boy, donc on écoute ça, Nicolas, et elle nous en parlera après pourquoi ce choix. Et Nicolas, on enchaînera comme d'habitude, tu sais, avec la petite chose qui fait 1 minute juste après. Merci beaucoup. Je m'appelle Bambou. Je suis née à la campagne. Toute petite, je suscitais l'admiration. Oh, qu'elle est belle. Oh, comme elle est chou. J'aimais jouer, faire la fofolle, courir et grimper partout. J'étais fine, agile, élancée. Et puis un jour, j'ai eu des petits chatons.
Ça faisait beaucoup de chats à la maison, alors on m'a opéré chez le vétérinaire pour que je ne puisse plus avoir de bébé. Et à partir de ce moment-là, j'ai grossi à vue d'œil. On m'appelait toujours Bambou, mais aussi de plus en plus souvent Bouboule. Et un jour, on m'a surnommé Bamboule. C'est le moment où vous le savez, hein, on vous dit on parle beaucoup pendant la musique, même si Émilie a très bien chanté au départ. Ah, mais on nous entend pendant la... Non, on nous entend pas, t'inquiète pas. Heureusement, parce que... Non, t'inquiète pas. C'est pour ça qu'on peut... On t'aurait dit quand même, on n'est pas une radio... Un petit Céline, je suis d'accord. On n'est pas une radio... C'est vrai que c'est un peu notre truc, t'es une fan de Céline. Ouais. Pourquoi Bronski Beat ? Tu nous en as parlé un tout petit, mais juste... et Jimmy Somerville. J'avais hésité avec un Céline, figure-toi. Et je me suis dit qu'un petit Bronski Beat en lendemain de soirée, là, ça allait nous mettre bien, quoi. C'était parce mieux, que Bronski Beat, c'est vraiment la pochette qui était dans la Peugeot Break de mon père. Et je l'adorais, Jimmy Somerville. Je l'ai toujours aimé. Il est incroyable. C'était un personnage... Je me rappelle d'avoir vu son clip assez jeune et de ne pas avoir compris. Et après d'avoir compris des choses. Et après d'avoir vraiment adoré ce personnage. Et je trouve que j'adore tout ce qu'il a fait. Bronski Beat aussi avec son groupe. Et il en a fait plein des biens, en fait. Elles sont un peu disco. Elles bougent, quoi. Et je trouve que tu mets Bronski Beat n'importe où, ça passe toujours. Tout le monde aime. Voilà. So Jimmy, if you listen to us, I don't think so, but Pascal wants to see you in live, and I'm sure Emily will go, and I will go also. So you have at least 3 people in France, and I'm sure more of that. So si quelqu'un connaît Jimmy Surville, voilà, c'est ça en fait. C'est intéressant que tu aies passé ça, et on a entendu un tout petit bout de Bamboule, qui est donc le premier film professionnel, on va dire, après. Encore un gros lapin. Il y a plein de choses qui se retrouvent, en effet, t'en parlais, c'est intéressant. Il y a cette idée très forte du souvenir. Et tu parles quand même beaucoup de ça, parce que finalement Bamboule, c'est un souvenir plus récent, c'est pas un souvenir vieux, mais il y a toujours cette idée en effet de prendre dans ta vie, enfin dans les choses qui t'arrivent finalement. Et c'est intéressant, tu sais, avec ce petit garçon de 4 ans à qui d'un seul coup tu prends aussi ça, on en a déjà parlé de cette idée de rencontre, mais c'est important d'un seul coup de se dire, de prendre dans ce qui t'est arrivé. Avant, on parlera de la vie sexuelle de Mamie après, mais déjà dans ces 2 films-là. Ouais, tout à fait. J'aime bien le souvenir, j'aime bien travailler sur le souvenir, j'aime bien aussi travailler sur le documentaire, c'est quelque chose qui me travaille aussi. Et c'est vrai que Bamboule, c'est une chatte qui existe vraiment. C'est un documentaire animalier, en fait. Elle habite à Valence, elle est en obésité morbide. C'est vraiment comme ça que le vétérinaire l'a catégorisée, quoi. Et Bamboule, elle est aux croquettes diète, quoi. Elle est vraiment... elle fait attention à sa ligne. Donc la fin du film, c'est pas vrai. T'as inventé la fin du film en bas de Bamboule. Elle est méga heureuse, justement. Non, mais elle est heureuse, oui, c'est ça. Mais elle peut manger, parce qu'à la fin, elle mange quand même. Ah oui, à la fin. Comment ça s'appelle, les croquettes ? C'est les... croquettes diète, il y a un nom spécial pour ces croquettes, ça coûte une fortune, ça coûte 2 fois le prix des croquettes normales. Donc, mais la pauvre Bamboule, elle fait attention, mais elle est obsédée par la bouffe, la pauvre. Ouais. Et en fait, à la base, elle s'appelle Bambou. Mais avec Fabrice, donc le scénariste de Bamboule, on l'appelait du coup, puisqu'elle a un gros boule, on dit pas ça, hein, elle s'appelle Bamboule, quoi. Voilà. Et c'est intéressant parce que 2 fois tu mets dans Encore un gros lapin, je suppose qu'au début c'est toi. Oui, c'est moi, j'ai 5 ans. Il y a une petite vidéo, c'est ça, de toi. Là, on voit des images de Bamboule à la fin aussi. Je sais pas, c'est important tu dis que t'aimes bien le documentaire, de mettre ça dans un contexte plus prise de vue continue avec des images d'archives. Bah oui, j'adore les formes un peu hybrides. C'est pour ça que je pense que même je me suis tournée avec cette réalisatrice pour la vie sexuelle de Mamie. C'est quelque chose que j'ai peur d'y aller parce que aux Arts Déco, j'ai pas trop expérimenté la vidéo. J'ai fait en sortant des Arts Déco, je faisais beaucoup de vidéos de Capta. On m'embauchait souvent pour faire des trucs comme ça où je commençais à avoir mon petit matos vidéo, je commençais à monter pas mal. Et en fait, j'adore ça, mais j'ai pas réussi encore à m'exprimer avec ce médium. Et du coup, je laisse des petits trucs dans mes films en me disant tiens, petite forme hybride, et je trouve que ça rend ultra puissant l'animation, je trouve. C'est personnel de mon côté, mais je trouve quand il y a un petit truc comme ça qui vient de la réalité, tout de suite ça sort un peu de l'anime et ça fait un petit truc qui vient percuter, quoi. C'est pour ça que quand dans ton film de fin d'études, Encore un gros lapin, tu utilises déjà des voix et des acteurs. Enfin, il y a déjà l'idée de dialogue. Alors c'est pas toujours la chose la plus évidente. On en parlait avec Varia qui a pas forcément plein de dialogues.
de suite, ça a été une évidence ou ça a été compliqué de se dire il va y avoir des voix ou non, de toute façon c'était une évidence que Ouais, non, je voulais la faire parler dans Encore un gros lapin. Je voulais me faire parler, cette petite fille, parce qu'elle parlait beaucoup et oui, non, c'était... Ouais, le dialogue, j'ai pas trop bossé ça encore, tu vois, c'est vrai que je me pose des questions sur les prochains. J'ai beaucoup de mal dans l'écriture quand même, on pourra en reparler, mais c'est difficile pour moi l'écriture, c'est un moment, le seul moment où j'ai vraiment écrit, c'était pour Encore un gros lapin. Et j'ai plein de trucs dans mon placard, mais dans mon placard à la maison, quoi, de bureau, mais je trouve que l'écriture, j'ai du mal. Non, vas-y. Tu envisagerais de coécrire avec quelqu'un ou... Bah, j'ai pas trouvé mon duo de rêve. Hein. D'ailleurs, Bulle de rêve, si tu entends ce message, je suis à la recherche d'un co-scénariste. Non, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver quelqu'un qui te comprenne dans ton écriture, parce qu'en plus, moi, j'ai un univers et je vois tout de suite en images. Et donc, j'avais fait une super formation à la Poudrière qui m'avait trop plu et qui était en fait une formation où pendant une semaine, on était mêlés avec trois auteurs littéraires et 3 auteurs graphiques. Et en fait, moi, j'étais du côté donc des graphistes et donc il y avait des gens du côté littéraire et on se mêlait chaque jour. On devait écrire donc avec quelqu'un du côté littéraire et moi, je devais faire les dessins. Et en fait, je me suis dit c'est ultra riche et c'est plus quelque chose comme ça que moi je voyais parce que comme moi en fait j'écris en images, il faut que quelqu'un soit réceptif à l'image pour retranscrire ça. Et donc ce duo de co-scénaristes, c'est pas évident à trouver en fait. C'est pas évident. Et c'est d'autant plus pas évident que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a... Enfin, malheureusement, heureusement, j'en sais rien, mais qui quand même dure depuis des années en animation, où c'est vrai que le réalisateur, la réalisatrice est souvent son propre scénariste et qu'il y a peu de scénaristes qui écrivent de toute façon pour l'animation. Aussi, ouais. Parce que c'est dans les deux sens, quoi. C'est pas que d'un côté ou de l'autre, c'est que finalement, quand on regarde même dans les écoles de scénaristes, par exemple, il y a rarement des cours sur l'animation ou comment écrire. Alors, pour l'animation, mais aussi avec l'animation. Comment ça se passe, toi, c'est uniquement du storyboard, tu passes à l'animatique, ou il y a quand même des mots où tu as 5 mots que tu mets partout, je sais pas, comment t'écris ça. Pour écriture, ou tu parles de après venir carrément à l'animatique Déjà pour toi, quand tu as une idée, c'est des mots, moi c'est tout en images. Alors moi, tu verras, j'ai un carnet avec des milliards de dessins et je dessine sans arrêt, et après des dessins viennent les mots. Et donc après, je fais sans arrêt des allers-retours entre l'écriture et le dessin. Vraiment, c'est un aller-retour permanent. Et donc c'est ça où j'ai du mal, je te dis, à écrire parce que les mots c'est moins mon truc quoi. J'ai plus de mal à revenir vers, parce que en fin de compte quand tu veux faire des commissions, du CNC et tout, il faut avoir des scripts écrits à la lettre. J'ai appris en plus, j'ai fait des cours de Yves Lavandier, j'ai fait des masterclass, donc je sais écrire un scénario, je connais les règles, mais en effet c'est pas mon univers. Je sens que moi c'est le dessin et donc j'ai du mal à me coller à l'exercice et donc ça prend du temps, quoi. Je suis longue à faire ça. Et tu aurais peur de trop écrire, peut-être, de surécrire l'histoire, ça peut arriver, ça aussi. Ouais, c'est plus... aussi, j'aime un peu cette surprise que je peux avoir en faisant le film, parce que du coup, j'aime pas tout écrire. J'aime bien me dire, et ça marche pas, tu vois, dans les commissions, pareil, ils vont pas me donner les 20 000 € en me disant, bien sûr, t'as un César maintenant, t'as un César, peut-être que ça va. Non, tu sais, je pense même pas, mais voilà, c'est plus la difficulté où moi j'aime bien aussi trouver, parce que on en parlait après, mais l'animatique, moi, c'est un travail ultra important dans mon process, quoi. C'est quelque chose où je passe des fois le plus de temps que même la prod en elle-même, quoi. L'animatique, j'ai vraiment une technique d'animatique qui fait que je passe énormément d'heures dessus pour travailler le rythme, pour vraiment faire ça. Et ça, du coup, j'écris en même temps, en fait. C'est une sorte d'écriture pour moi aussi. De plus en plus de gens derrière dans l'animation, et je sais pas toi, abandonnent le storyboard. Ah oui. Et vont directement maintenant à l'animatique, c'est ça. Storyboard, franchement, c'est juste pour me montrer les vignettes, tu vois, je me fais des petites vignettes un peu de là, il y aura ça et tout. Mais après, je passe directement à l'animatique parce qu'en fait, c'est avec ça que moi, en plus, je fais des transitions un peu bizarres, je déforme un peu des trucs. Donc, en fait, c'est ça qui me permet de voir le rythme et d'envisager le rythme. Et l'animatique, c'est un travail vraiment pour moi le plus important de mon travail, quoi, de mon process. On va en reparler quand on parlera de réalisation juste après. We're talking about writings, actually, with Emily. The difficulty of writing, with words. She said that she writes a lot of screenplay or a film with images.
Okay. Is it the same for you, or do you write a good screenplay with words and everything? But Emily, you use a lot of dialogues in your films, yeah? Not really. No? It's more. It was my first film with a lot of dialogues, but after it was a voiceover, so it's not a lot of dialogues. So. Because in fact, I wish to make dialogues, but as you know, I am not a best speaker. So for me, it's more simple to draw than to speak. And yes, the only way I found to work with some speech, it was to make interview of that homeless person, which I made. And this is only the way which I found to be in dialogue with dialogues, especially in monologue. But do you write the other film? Did you write them with a storyboard with an animatic? I write script. I write always. Of course, I write a script, but in progress, I change everything in that. So yes, it's just the first step of development. So. Donc je lui demandais, puisqu'on parlait d'écriture, comment elle écrivait un peu ses films. Et donc elle posait une question à Émilie, elle était surprise en disant il y a beaucoup de dialogues dans tes films, donc voilà, toi tu t'écris qu'avec des images, mais comment c'est possible, parce qu'il faut bien un scénario. Et en effet, Émilie disait que c'était pas mal de voix off, ce qui n'empêche que c'est quand même des mots qu'il faut écrire, même si c'est pas des dialogues comme ça, c'est quand même des mots qu'il faut écrire. Et donc Faria disait que qu'elle aimerait bien travailler avec les dialogues, c'est pas forcément la meilleure parleuse, qui peut parler un peu de son travail, qui est pas d'ailleurs oratrice, par rapport à ça. Et elle dit qu'en fait l'une des possibilités qu'elle a eues, pour travailler le dialogue justement et la parole, c'est dans ce second film qui s'appelle Life is a Bitch, qui est donc une histoire d'un SDF, et elle a interviewé, c'était la possibilité pour elle, en interviewant quelqu'un, finalement de se confronter, comme elle dit, de dialoguer avec le dialogue. Donc voilà, et donc je lui demandais quand même si pour les autres films elle avait travaillé sur un storyboard, et elle dit qu'elle fait un scénario en premier, mais que comme toi Émilie, elle change beaucoup de choses pendant le film, et qu'en fait elle a besoin de cette écriture au tout début, mais qu'ensuite elle avance sur autre chose. The second film, Life is a Bitch, is actually quite interesting because you are interested in an immigrant and somebody that coming from outside. And that's something that we will talk. There is a lot about domestic violence in your film, but it seemed like you really, when I see your illustration, you are quite aware, of course, and you left Russia because, of course, of what's going on with Ukraine, and you published a drawing on Facebook yesterday about the year of war. So it's something that's what's going on outside. You are quite aware of that. And the second film, and but 2 years ago I never can imagine that I could be immigrant too. So the life changing, and what happened 1 year ago when Russia attacked Ukraine, and it's a horrible situation, and it's changed a lot of lives. Ukrainian, it's I don't know what to do with this feel of guilty. So this is the topic of my next film, millions of Russians left Russia. So after that, because the most people are against war, but the situation is that we have totalitarian country with Putin who become to be crazy. So we women say, actually, because people have to understand that we are far away, but it's difficult to inside the country say things against Putin inside. I know there is a film by I forgot the name of the film about transgender person that we saw in Piaf by Olesya Shushkina, that she can show it in Russia today. Now it's illegal. So it's a kind of censorship really strong in Russia today. Yeah, but in fact, when the war began, I made quite a lot of anti-war activities, and I was always in stress because they always arrest random people. They could choose you, but they could choose someone else. So, and when I quit from the country, I stopped. Because I stopped to make anti-war activities
speeches. Now I make, but I need time to how to say to. I will try to translate that. Sorry. No, please. So, yeah, donc nous parlions de ça, et en effet le film qu'elle a fait, son deuxième, qui est donc plus proche de la réalité là du documentaire, qui est un film en effet sur un immigrant qui vient d'Ouzbékistan, donc voilà, qui est d'Ouzbékistan et qui va mourir en SDR, voilà, sur un banc en Russie, donc terrible histoire, et donc je lui disais voilà qu'elle s'intéressait aussi à ça, et que c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle a beaucoup, elle a fait des dessins, elle en a encore posté un hier donc sur ses réseaux sociaux contre évidemment cette guerre. Et elle disait que oui, il y a 2 ans, elle pouvait même pas imaginer qu'elle-même serait une immigrante aujourd'hui, et que les vies de millions de gens étaient changées, bien évidemment, d'abord en Ukraine. C'est une évidence, et elle se demande d'ailleurs comment faire avec ce sentiment de culpabilité en tant que russe, d'être russe par rapport à l'Ukraine. Elle dit, c'est d'ailleurs pour ça que son prochain film est aussi sur ça, sur ce sentiment de culpabilité par rapport à quelqu'un d'autre. On parle là d'une fille par rapport à son père. Il y a évidemment des millions de gens en Russie qui sont contre, bien évidemment, cette guerre, mais ils sont dans un régime totalitaire et on peut quasiment rien faire. Enfin voilà, Poutine est devenu complètement fou, et c'est impossible. Et je lui disais qu'en effet, il y avait même un fort sentiment de censure à l'intérieur même de la Russie et du pays. Et il y a un film notamment de Lesya Shoshkina, donc qui elle vit en France, qui est sur une personne transgenre, et qui raconte un très joli film, moi je trouve, justement, comment on passe et comment on avance dans la société. Et le film a été à un moment donné sélectionné dans un festival, et on a dit à la réalisatrice, non, on ne pourra pas le passer, désolé, aujourd'hui on ne peut plus passer. Le film aujourd'hui est censuré, il ne peut pas passer du tout en Russie. Elle disait que elle aussi, au tout début en fait de la guerre, elle avait une forte création artistique contre cette guerre, bien sûr, et que elle était en stress tout le temps de se dire parce qu'en fait on arrête là-bas des gens au hasard, on peut prendre quelqu'un ou quelqu'un d'autre, donc on ne sait jamais sur qui ça peut tomber. Donc voilà, donc il y a vraiment quelque chose. Elle a dû arrêter à un moment donné, en fait, en arrivant ici, en sortant, elle a un petit peu arrêté pour souffler un tout petit peu, pour redescendre un peu, et de toute cette dureté qu'il peut y avoir, et pour reprendre aujourd'hui un petit peu plus justement cette action un petit peu anti-guerre. But it's interesting because a lot of time we think that animation is not, in connection with reality, which is not true, of course. But it's not because we're going from drawing. So again, for the second film, for Life is a Bitch, it was important for you to get in touch with that reality of a person, because the film is really, we will talk about direction after that, but we have like a point of view of him, of the bench. We don't see him really, and the opposite, we see the point of view of him maybe looking at us. So it's a quite tough film about, we have a lot of homeless people in France, for example, in Paris, more and more. And I remember the first time I saw them, like 25 or 30 years ago, we were kind of shocked, and now it's like almost we pass by all these people without noticing them. So the film is also about that. Yes, it's about that. So, but in that moment when I made this film, I was so how to say, I thought a lot about the subject of animation. What about we making movies? So, and I was quite how to say, disturbed myself about that topic which you describe now. That we imagine, we work with imagination, and we create some stories. And for me, it was so important to say something about the real life, the real person who surround us. So, and it was just a random meeting with that person. Because he lived on the bench of railway station where I live. So, and we start to help him with my husband. We tried to took him from there, and only in the end I understood this is the point. This is the subject. What about I should speak in my animation? And I've made interview on the last day before we took him in hospital. So, and after we bring him to his country, to Samarkand, and he now he's there.
Donc oui, elle disait que justement, là, ce qu'on écrivait souvent en animation, il y a cette idée de travailler sur uniquement son imagination et créer des choses un peu, imaginaires. Et elle s'est dit, comment je pourrais créer quelque chose qui vient de la vie réelle, qui vient, alors, un peu plus autour de moi, et en fait de parler des gens qui sont autour de nous, d'être autour de nous. Et en fait il y avait quelqu'un donc qui vivait sur un banc sur une station de gare qui était juste à côté de chez eux, et avec son mari ils se sont occupés, ils l'ont un peu aidé, ils essaient d'aider, et elle s'est rendu compte que c'était ça son sujet, il fallait qu'elle parle de ça. Et en fait la veille du moment où ils l'ont emmenée à l'hôpital, elle a pu faire une interview avec lui au dernier moment. Ils l'ont amené à l'hôpital, et en fait, alors que le film, d'ailleurs, on se demande s'il est encore vivant ou pas, mais visiblement, donc oui. Donc ça, c'est bien. Elle a fait ses adieux, donc il est parti, et maintenant, il est de retour chez lui en Ouzbékistan. Donc voilà, c'est important. Ouais. I want to say that it was just the first time when I worked with documentary material, with interview. It was quite interesting to explore person with interview, because I made a long, it was 3 hours and a half, and on my movie just maybe 1 minute of his voice, and it's interesting to look at people, because the first interview was when he gave it, when he spoke with me, I cried, and I thought, oh, what's life? Why so unfair for someone? In the second interview, I thought, oh, but this is your fault. All what is going on is because of you. And only on the third interview, I saw him like a diamond, like with different angels. That people are complicated. We are not so simple. We are not so direct. So we have different parts of us, and it was quite interesting to work with that. Donc elle disait que c'était intéressant pour elle, parce que justement de travailler avec la réalité, parce que là l'idée donc de passer par l'interview, d'explorer quelqu'un à travers une interview était intéressant. Elle avait 3h30 d'entretien, alors qu'il y a 1 minute à peu près de voix de cet homme dans le film. Donc c'était vraiment c'était compliqué, mais c'est super intéressant pour regarder les gens et pour les comprendre un tout petit peu. Et donc quand la première fois qu'elle a fait l'interview, le premier moment où elle a fait l'interview, elle pleurait, elle a même pleuré pendant l'interview. Elle disait, mais pourquoi la vie est comme ça, quelle injustice, et pourquoi ça touche des gens et pas d'autres. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était un peu sa faute de réagir comme ça, et que c'était pas par rapport à lui, et que la seconde fois où elle l'a vu, plutôt que d'avoir cette émotion trop forte peut-être, elle l'a vu comme un diamant, et un diamant avec différents angles, et de dire que finalement la vie est plus complexe que ça, et qu'on est toutes et tous très complexes avec plein de choses différentes, et donc d'un seul coup que des choses se sont mises en place aussi en travaillant sur ça. So Varia, I ask you about the music also, like Emily, and I'm sorry because I discovered because of you, so thank you, a guy named Drew McDowell, which is really interesting. So we're not going to put that music because it was too long, but if people wants to listen to it, I will translate it in French. Thank you, because it's a really interesting musician. Donc c'est un musicien qui s'appelle Drew McDowell. McDowell, c'est donc McDowell, D-O-W-A-L, et elle voulait passer, puisque elle a dans Life is a Beach, donc ce film, un petit bout de musique qu'il lui a donné, et c'est très intéressant. C'est un musicien électronique minimaliste, qui est super intéressant, mais c'était un peu long, et donc on va passer un morceau. So we're gonna put a song, a famous one that you think that it's a little bit about your life and what you're living right now. So we're going to listen to this, and really emotional song, and every time you say I cried this morning just listening to it again. On va écouter Nina Simone, qu'on a déjà écouté énormément ici, mais qui est toujours un bonheur d'écouter, avec sûrement l'une des chansons, donc Ain't Got No, I Got Life, qui est ce mélange entre 2 chansons de R, cette comédie musicale qu'elle a mis ensemble pour créer cette chanson, qui est toujours très émotionnelle quand vous la regardez, et Varia disait que ça ressemblait un petit peu à sa vie d'aujourd'hui. Donc on écoute Nina Simone. Nicolas, plus la petite chose qui est juste après, comme d'habitude. Merci, et on se retrouve juste après. Я вот иногда на фотографии смотрю на свои молодости. Мне сами по себе слезы идут. Сами по себе. Это моя жизнь.
Donc, toujours Bulle de rêve sur Radio Libertaire, la nuit anarchiste. Bien évidemment, nous écoutions donc Nina Simone et juste après un extrait donc de Life is a Bitch, donc qui est ce second court-métrage et qui est en ligne. Donc, vous pouvez regarder. Actually, Anna Can and Mouse and this one are online on your Vimeo. Yeah. Anna Can and Mouse also. Mm-hmm. Yeah. Donc, vous pouvez regarder même donc les deux premiers films. One Love, son dernier film, n'est pas encore en ligne, mais en tout cas, et celui-ci sous-titré en anglais et Anna Cat and Mouse, il n'y a pas de dialogue, donc vous pouvez regarder en ligne directement. If we begin with you about directing, it's quite interesting. How do you direct a film? How do you? We all know that we don't have cameras, of course, for animation we have after that, but when we talk about animatic and everything, do you have like the angle that you want already in your head, or you just draw a lot and then you see what's going to happen, or it's going to be at the animatic, then you think, oh, the rhythm is not good, or the shot, I want another shot more near the character, or thing like that? Or do you work? It's always different. Yeah. Because the first one, the Unacted Mouse, it was my first shot, and I made it so fast, so professional. I just made storyboard, animatic, and we start to make animation with animator and cameraman. But the last one, One Love, was so complicated. I made animatic. I changed everything, and in fact, when I start to make animation already, I didn't know what will be in the next scene, what will be next, which character will appear on the screen. So, and I all improvise. So yes, it's always different. Donc je lui demandais comment réaliser ces films, parce que on n'a pas de caméra a priori, mais vous avez des caméras dans votre tête, mais il n'y a pas de caméra a priori, évidemment. Comment on fait, c'est genre un peu la question qu'on se pose. Donc est-ce qu'elle voulait, quand elle a un plan, est-ce que le plan doit être plus près, etc. Donc elle dit qu'en fait tout est différent. Les trois films sur lesquels elle a travaillé sont différents. Le premier, par exemple, Anna Can and Mouse, qui est son premier film donc professionnel, elle l'a fait très rapidement et elle l'a fait très professionnellement surtout. Elle a fait son scénario, son animatique, elle a commencé à travailler avec les caméramans, enfin etc. Donc il y a eu tout un travail comme ça qui a été évident. Le One Love, qui est son dernier film, là par contre c'était beaucoup plus compliqué en fait. Elle savait quasiment pas ça allait se passer dans la scène d'après, quel personnage allait apparaître, qu'est-ce qui allait arriver. Donc il y avait beaucoup plus d'improvisation finalement à l'intérieur du film. Do you work with music with that? I mean, for the improvisation, for example, for One Love, which is quite important, and even in Anna Cat and Mouse, that's a really important music. It's a lot of things. So how did you work deep? I mean, it's important for you for the narration and for yes, it's really important. In Anna Cat and Mouse, we worked with Maxim Shutikov. He's a contrabassist. I don't know. Is it correct? Contrabassist. So yes, he's a musician. He's not a composer, and it was amazing because we create music with him together. I have no music education, and I just explained him I need this kind of sound, and he improvised, and I told yes, this is the right direction. So I felt myself the first time that I am creating music with him. Yes, and other films I make with Alexei Prasvirnin. He's really, for me, he's one of the best sound designers and composers. So he makes music, and it was really interesting. The last experience which we made in One Love, he experimented with sound of each character. They have different sound. How they sound. There is no dialogues, but there is sound of characters. So, and I think it was interesting. Donc je lui demandais, parce qu'elle avait vraiment la musique, et on prendra la question évidemment Émilie tout à l'heure, mais la musique est très importante. Est-ce qu'elle est importante déjà pour écrire en fait? Elle disait que oui, bien évidemment c'est important. Elle avait travaillé donc avec The First Musician was, you will pronounce it so better than me, The First Musician, le contrebassiste. Maxim Shutikov. Donc elle a travaillé, qui est pas un compositeur, qui est un musicien, donc contrebassiste à la base, et en fait ils ont travaillé vraiment quasiment ensemble. Elle a pas d'éducation musicale, mais en fait elle lui disait, ils étaient ensemble, et puis tiens, j'aimerais bien plutôt aller vers ça. Il faisait un son, il disait tiens, ça c'est dans la bonne direction, donc on continue comme ça. Donc elle avait l'impression de créer elle-même, pour la première fois elle-même une musique, et la deuxième fois, les autres fois elle a travaillé avec Alexei Prasvirnin. Donc elle pense que c'est l'un des meilleurs donc sound designer. Je crois qu'on a un mot en français pour ça, québécois. Ouais, je crois que maintenant on peut avoir un nom, les Québécois
défenseurs aussi de la langue française ont inventé un mot. I think there is a French name for sound designer. A lot of people say sound designer, but I know that, in Quebec, in Canada, they try to speak French and they, I mean, better. And so, créateur sonore peut-être, ouais. Concepteur sonore, merci. So we found the French. Merci, donc concepteur sonore, merci Nicolas. Pour One Love, donc ce film, et en fait c'est intéressant parce que il y a pas de dialogue, mais chaque personnage a un son personnel, et il y a un son qui le caractérise, et donc de jouer avec ça. Émilie, à propos de cette musique justement, toi, est-ce que toi, il y a non seulement la musique, encore plus que chez Varia, il y a les effets sonores qui sont importants, ouais. Ouais, moi, j'adore la musique et j'adore ça. Et en fait, je raconte souvent que je fais des films d'animation pour arriver à ce moment d'ailleurs. Parce que quand on met de la musique sur des images qui bougent, bah, on est comme un enfant de 9 ans encore une fois. Et en fait, je suis toujours émerveillée. Et en fait, je fais vraiment ça pour ça. Hein. Vraiment, plus j'y pense, là, ça fait le 3e. Mais en fait, alors Granny, malheureusement, la vie sexuelle de Mamie. Le truc, c'est que c'est pas moi qui ai fait le son. On me l'a un peu enlevé. Donc j'étais un peu déçue, mais c'est vrai que la musique c'est un truc que j'aime tellement et faire en plus. Alors je suis pas du tout musicienne, mais j'ai beaucoup de, quand j'anime avec des sons, beaucoup de musique aussi dans la tête. Donc j'ai quand même beaucoup d'idées en musique et souvent en fait c'est assez différent, mais en fait le premier Encore un gros lapin, j'ai la petite fille qui me représente, qui me fait moi. Je l'avais castée un peu et j'étais allée la voir et en fait son père s'est avéré ultra fan de me voir faire avec sa petite et il s'est dit mais attends, et il sortait une guitare, et en fait je me suis rendu compte qu'il était musicien et qu'il était ultra doué et qu'il aimait ça, il faisait des voix et en fait je lui dis bah vas-y on le fait ensemble et en fait c'est lui qui a fait tout le son de mon premier et je lui avais dit bah si j'en ai un deuxième je t'embauche et on fait ça sérieusement. Et Bamboul, je suis descendue le voir, il habite dans le Luberon et là il a une sorte de petite cave à musique avec des trucs de partout, c'est un peu un musicien fou, il a des instruments dans tous les sens, il est trop en brocante, tu sais, avec des trucs avec 3 cordes, et il te fait un son, il fait regarde, c'est Jimi Hendrix, tu vois, il arrive à faire des trucs de fou. Et en fait, j'adore faire ça avec lui parce que du coup, on part un peu en délire. Moi, je ramène toujours ma trompette parce que je fais un peu de trompette, j'ai fait de la fanfare aux Arts Déco, un peu des fois de guitare et tout. Et en fait, on part sur un truc, et lui, il s'emballe, et en fait, on commence à faire des choses comme ça. Et j'ai l'impression aussi, comme dit Avaria, pareil, d'être facilement une créatrice sonore, et alors que c'est qu'une illusion, mais c'est super agréable en fait je trouve de ce moment-là de la musique. Et en plus dans Bamboul je chante même Get Up Bamboul, c'est ma voix. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'à un moment, parce qu'en effet vous êtes seul souvent donc avec les dessins, travailler, et en effet il y a ce manque que beaucoup de réalisateurs et d'actrices disent, pas manque de son mais manque évidemment quand vous quand vous interviewez quelqu'un, il y a déjà une voix, là vous l'avez pour La vie sexuelle de Mamie. Ouais, même si on l'a fait après, tu vois. Vous l'avez fait après, ouais. D'accord. Moi, j'ai quand même un process là-dessus où je fais tout le temps les voix après. Tu vois, j'aime bien animer même les lip-sync vraiment à ma manière. Et en fait, je force un peu l'acteur. Je fais les choses à l'inverse, quoi. Tu vois, normalement, on prend le son, on prend les dialogues, on prend tout en avant et on anime dessus. Moi, je fais vraiment le truc inverse. Parce que j'aime bien essayer à l'acteur ou à la personne de se mettre à coller sur les lèvres. Parce que du coup, en effet, je perds un peu de spontanéité des fois. Mais je gagne aussi autre chose. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Même, elle a fait ça aussi pour La vie sexuelle de Mamie. C'est qu'on avait interviewé les dames slovènes, des actrices slovènes, en fait, un peu plus tard. Après, la différence, c'est qu'il n'y avait pas de lip-sync, tu vois, sur La vie sexuelle de Mamie. Donc ça allait, quoi. Mais en général, ouais, je le fais après. C'était quoi le niveau, enfin le travail sonore que tu as voulu faire? C'est que le Grammy que tu n'as pas pu garder ou conserver, il y avait une grosse différence sur La vie sexuelle de Mamie. J'ai rien fait de son sur La vie sexuelle de Mamie. Ça a été fait que en Slovénie. D'accord. Donc j'étais privée de musique. Privée complètement. Mais franchement, je suis super contente, juste pour revenir, mais le son de La vie sexuelle de Mamie, je trouve que c'est un super choix de ma coréale, parce qu'en fait, elle a pris un musicien qui travaille sur de l'expérimental, il va faire pareil, des petits bruits de micro comme ça va tout de suite éveiller une curiosité, il va taper sur des petites choses et tout, et je trouve que c'était un bon choix d'utiliser ce musicien qui avait un côté un peu expérimental pour aller avec notre film qui aussi a un côté expérimental dans l'animation. Ce qui est peut-être intéressant aussi, alors juste au passage, tu fais un peu comme au Japon, parce que les Japonais, avant Akira quasiment, faisaient les voix après finalement l'animation, donc peut-être laisser parler l'animation
plutôt qu'en effet d'avoir des bons lip-sync ou des choses comme ça. Ouais. C'est intéressant comme réflexion à avoir, un prochain sujet de conférence. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Ça me Nicolas, passionne, moi, ça. Oui, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Ce qui est intéressant dans peut-être ce second film, ce second film plutôt professionnel, mais la vie sexuelle de Mamie, c'est que justement, t'as pas fait le son, il y a peut-être plus de silence. T'es quelqu'un d'assez énergique, ça se ressent dans les deux. Encore un gros lapin, il y a tout le temps des choses, il y a tout le temps. Alors que là, il y a beaucoup ce qui est très fort d'ailleurs, parce que ces silences aussi, peut-être ces silences de femmes qu'on n'a pas écoutés aussi pendant tant d'années. Et il y a peut-être quelque chose de nouveau finalement dans ce film-là. Oui, c'est vrai elle m'a vachement aidée là-dessus, ma coréale, où en fait, elle me parlait souvent du cinéma, le slow mouvement, tu vois, tout ce qui venait du slow. Moi, je connaissais même pas, tu vois, donc j'ai vraiment découvert avec elle. Et en fait, en effet, moi, j'aime bien quand ça bouge dans tous les sens. Quand il y a des courses-poursuites, c'est ça où je m'amuse, moi, dans l'animation, quoi. C'est vrai que dans l'anime, c'est quand même quelque chose qu'on utilise assez souvent. Et là, elle me disait, non, il faut que tu arrives à essayer de calmer ton animation. Et je trouvais ça ultra intéressant parce que c'est vrai que c'était quelque chose où j'avais du mal dans mes précédents films à calmer le rythme. C'est quelque chose, j'ai du mal, tu vois, à vraiment trouver un rythme plus doux parce que comme je fais que vraiment image par image, ça bouge dans tous les sens. Et calmer ça, c'est compliqué. Et avec La vie sexuelle de Mamie, j'ai un peu pris les choses différentes, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris le parti pris d'avoir des images fixes des fois, donc de plus bouger du tout. Et donc, ça me crée une sorte de lenteur, chose que je n'avais pas dans mes précédents films. Mais par contre, dans les précédents films, la caméra est souvent fixe finalement. Il y a un mouvement qui est complètement fou. C'est intéressant dans Encore un gros lapin où finalement, on est presque, pas tout le temps parce que tu changes, mais presque dans cette maison qui représente la maison de l'enfance et que finalement, ça va dans tous les sens, mais qu'on vient toujours presque dans cette maison. Donc, c'est assez étonnant. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de mouvement qui vient plus du dessin en lui-même que la caméra qui bouge, même si tu as quelques mouvements de caméra arc-en-ciel, enfin il y a des choses quand même, ou les grandes oreilles, on suit quand même, mais je sais pas, c'est plus le mouvement finalement du dessin que de la caméra en elle-même. Oui, parce que en fait, ce que je fais, c'est que je fais des faux fixes. Et en fait, moi, je veux que ça bouge sans arrêt. C'est un peu quelque chose que je faisais dans tous mes films, c'est que ça n'arrête pas de bouger, quoi. Et c'est vrai que même ce que j'aime bien, c'est des fois, tu vois, changer une main. Tu vois, je vais faire un dessin, et puis le troisième, je dis, je fais de la main droite, tu vois, alors que je suis gauchère. Et j'aime bien justement ce truc de la ligne qui vibre. C'est mon truc, quoi, que j'aime vraiment et que je veux garder. Et ça, dans Granny, dans La vie sexuelle de Mamie, j'ai calmé ça. J'ai calmé, même si ça reste quand même du trait qui bouge, mais j'ai essayé d'avoir de l'image fixe, chose que j'avais pas eu dans mes précédents. Alors pour nos auditrices et nos auditeurs, il faut que tu expliques ce qu'est qu'un faux fixe. Alors, Stop motion, j'ai pas tout expliqué parce que je pense qu'au bout d'un moment donné, j'espère, si vous écoutez Bulle de Rêve, vous commencez à savoir, mais faux fixe. C'est vrai. Alors un faux fixe, c'est justement quand on veut une image par exemple, une maison, quand on veut avoir une maison, et c'est l'animation, on peut soit faire un dessin d'une maison et le filmer sur 5 secondes et la maison ne bougerait pas, et sinon on peut faire plusieurs dessins et du coup on va avoir une ligne qui tremble, une petite maison qui bouge, donc on a l'impression qu'elle bouge mais elle ne fait pas de mouvement à part entière, c'est juste une petite maison qui est stable. Et ça dans l'animation, en effet c'est très recherché, image par image, voilà, que ça soit tout animé. Souvent en général ils essayent de bien suivre le trait, d'avoir des très beaux traits pour que ça vibre le moins possible. Moi je suis tout l'inverse, c'est que j'aime quand ça vibre, donc je viens chercher la vibrance, c'est tout l'inverse, moi c'est ça qui m'intéresse. Et justement il y a un réalisateur que tu cites et qui est intéressant. Oui, juste aussi, moi je me demande aussi, parce que c'est vrai que le point de vue de ta co-réalisatrice, ça a l'air d'être très différent de ton cinéma, et d'une certaine façon, c'est comment la réalisatrice t'a choisi finalement. Pourquoi elle n'est pas allée vers quelqu'un qui était déjà beaucoup plus calme en termes d'animation? Elle l'a eu, dis-toi, dans son... on s'est rencontrés sur un film qu'elle avait fait en festival, et je l'ai vu à Magma Film Festival, un festival en Sicile, et en fait, elle avait un réalisateur d'animation qui, lui, avait des choses très calmes. Et je pense qu'elle le trouvait un peu boring, tu vois. Et je pense qu'en fait, elle me l'a un peu dit... Un peu ennuyant, pardon. Un peu. Elle le trouvait un peu ennuyant. Et elle voulait, je pense... Et en fait, elle a découvert encore un gros lapin à ce festival. Et là, elle a vu une animation, je pense qu'elle n'avait pas forcément l'habitude de voir. Parce que la French Touch, quand même, on en est fiers, tu vois. On a quand même des styles d'animation tous très diversifiés en France. Et elle n'avait pas vu ce genre d'animation très souvent. Et du coup, ça l'a un peu interpellée. Elle s'est dit, waouh, on peut faire ça. Et donc, elle a tout de suite relié, tu vois, au dessin d'enfant et tout ce qu'elle avait aussi en tête. Donc, je pense qu'elle cherchait un truc un peu fou chez moi. Un peu plus, pas boring, quoi, pas ennuyant. Et est-ce que cette opposition est réussit bien? C'est-à-dire l'opposition avec ces paroles très dures de ces femmes, on n'a pas trop parlé, mais c'est des femmes qui racontent à quel point, évidemment, elles n'ont pas pu s'exprimer sexuellement, elles étaient les jouets de leur mari et des hommes, et que finalement, il y a des choses très directes dans le film. Alors encore une fois, le film est visible, on va trop en dire, il est visible sur Arte. Il y a des choses très directes, mais ton dessin permet peut-être
Je dis pas adoucir, parce que c'est pas une question d'adoucir, mais d'aborder différemment, si on avait un côté plus réaliste, ou je sais pas. C'est bizarre ça, parce qu'il y a deux catégories de personnes qui me disent des choses assez diverses là-dessus. C'est qu'il y en a qui me disent que mon dessin est très perturbant, très fort, trop noir. Voilà, alors, et il y en a d'autres qui me disent, non, c'est du dessin d'enfant, tu vois. Donc en fait, j'ai deux écoles, et moi, je sais pas quoi penser de ça, tu vois. Moi, j'ai fait vraiment, en tout cas, ce que je voulais, c'était en effet utiliser le dessin d'enfant, et je voulais une écriture un peu, en effet, plus dure que mes autres écritures. Donc il fallait de l'encre pour moi, il fallait des choses un peu plus fortes. Et en effet, c'est quand même du dessin d'enfant, mais un enfant, tu vois, je lui montre ça, il comprend pas que c'est son dessin. Il n'aurait pas ce second degré-là, l'enfant, tu vois. Non, mais je pense que il y a les gens qui te connaissent aussi. Déjà, peut-être que les gens qui voient ça aussi en dessin d'enfant, c'est qu'ils ont vu encore un gros lapin, et donc on sait ce que tu as fait avant. Peut-être, et peut-être que c'est raison. plus facile pour nous de dire, ça ressemble à ça, alors que des gens qui découvrent, quelque chose de beaucoup plus il dur. y a plein de gens qui m'ont dit c'est très agressif, qui se sont sentis agressés, tu vois, par mes dessins. Alors que moi, pas du tout. Dans l'esprit, c'était quelque chose. Mes petites filles, elles sont, tu vois, ma petite Vera, j'ai beaucoup de tendresse pour elle. Je l'ai dessinée avec beaucoup de dessins d'enfants dans tu vois, des triangles, des ronds. C'était quand même. Mais en effet, le noir, et ça, je l'avais pas vu, tu vois, en le faisant. C'était ultra intéressant de l'avoir en commentaire après, parce que je l'avais pas forcément vu que c'était agressif, tu vois. On va juste parler très rapidement de faire une coupure musicale, mais d'un réalisateur on peut penser, en effet, je crois que tu le cites, je sais que tu le cites, c'est Chris Hinton, réalisateur canadien, et en effet, qui a cette liberté dans le trait. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup marqué, et que à chaque fois dans mes films, j'essaie de lui faire J'aimerais tellement qu'il regarde mes films, tu vois, et qu'il un jour dise, parce que je lui fais des petits clins d'œil de ce qu'il a pu faire à ma manière, tu vois. Et je suis vraiment très très fan. Et en plus, j'avais entendu une histoire, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais que ce monsieur a eu en fait un truc assez dur dans sa vie. Il aurait eu un décès d'un membre très proche, d'une de sa fille, j'avais entendu, et qu'il n'a plus jamais animé après ça. Et en fait, moi, j'étais fan de Chris Hinton aux Arts Déco. J'ai appris ça. Et je m'étais toujours dit, dans mes films, je mettrais du Chris Hinton dedans. Et parce que ce personnage, enfin ce réalisateur, il m'a vraiment vraiment marqué. J'adore vraiment son univers. Peut-être que tu voulais proposer une collaboration justement pour revenir à en fait, tu vois, je me disais, si un jour il voit mes films, tu vois, c'était un peu un truc, une lubie si un jour il voit mes films, et qui peut-être ça lui dirait juste que, tu vois, qu'il peut peut-être, qu'il y a des réalisateurs, des jeunes réalisateurs qui aiment son travail, et que peut-être ça va lui donner envie. C'est peut-être ultra prétentieux ce que je dis, mais tu vois, non, mais après, je pense qu'il faut carrément lui envoyer. Ouais, je l'ai il faut que tu trouves, il faut que tu l'envoies, parce que Olivier 90 ça, toujours, lui. Tu l'envoies, faut que tu trouves le. Ouais. Oui, non, mais complètement. C'est comme ça, à but de rêve, les choses se passent. Après, il va y avoir. Ça se trouve, il écoute. Alors, je suis désolé parce que je pense pas que. Après, il est canadien, peut-être qu'il parle un peu français aussi. Et puis voilà. Maria, it's interesting in an interview that you gave. They asked you, because we're talking about references. Well, one, and in an interview you said that they ask you about references, and you said that you don't really have references. You don't really have person that you like, and you just put two names. I don't remember. One was, you said, my husband, and another person, and you said just these two person. You don't have, I don't know. The master is important in Russia. I mean, Norstein. You work with, sorry for the pronunciation, Andrei Kranovsky. You say it better than me. I worked with Kranovsky. Yeah. That's it. So master are quite important in Russian. So you didn't have any references before you start animation? No, I do not. But the last time I read some comments under my under some interview of my last film, that someone told that is actually the film of Igor Kovalov, and I was wondering, wow, okay, it's good for me, but I didn't watch it like a reference, never. So. Donc je lui demandais, en effet, on parlait de références, et dans une interview qu'elle a fait, on lui demande des références, et en fait elle cite donc son mari et une autre personne, mais elle a dit j'ai peu de références réellement, et donc je lui demandais un petit peu, et en effet elle disait qu'elle n'avait pas forcément de références. Alors pourtant il y a des maîtres en Russie, elle a travaillé avec Andrei Kranovsky sur son long métrage The Noise of, j'avais noté en français pour être sûr parce que le film était compliqué. Le nez ou la conspiration des anticonformistes, mais qui est jamais sorti, si je dis pas de bêtises, Nicolas, en France, uniquement en festival, donc qui est jamais sorti. Saying that the Andrei Kranovsky movie never
went out in the theater in France. It was in festival, but I don't think it was in Yes, in theaters, yes, so in but cinema. in festival it was. Yeah, it was in festival. He won prize even in Annecy, so he was in. Donc voilà, donc et je lui disais, donc il y a ces fameux maîtres, elle a travaillé avec Kandinsky. Elle a dit que non, en fait, elle a pas eu de vraiment comme ça de référence de gens qu'on a abordant, sauf qu'une fois elle a lu sur l'un de ses films, elle a lu en commentaire, vous savez les commentaires, elle a lu, ça ressemble à un film d'Igor Kovalyov. Igor Kovalyov, pour rapidement vous expliquer, c'est un personnage passionnant parce qu'il fait du court métrage, mais c'est aussi peut-être certains vous connaissez, c'est le créateur, le graphique des Razmoket. Voilà, donc c'est cette série célèbre, et c'est un personnage fascinant parce qu'il a vraiment ces films courts-métrages assez durs, avec une narration complètement explosée, enfin voilà, on comprend pas tout, plein de trucs sexuels derrière, enfin de choses très étranges, on sait pas trop derrière, et à côté de ça il fait les Razmoket, comme quoi on va en parler juste après avec vous, on peut faire des choses différentes. I was just explaining a little bit about Igor Kovalyov's work for people to understand. Et donc elle disait, c'est plutôt chouette qu'on me dise ça pour moi, parce que Kovalyov est un grand nom, mais c'était pas forcément ça c'était pas cette référence-là qu'elle avait forcément. On va faire une pause, et on va faire une pause Pascal Leduf, puisque tu nous as proposé, grand fan. Alors voilà, on a Céline Dion, on peut le dire, il y a Britney Spears pour moi, on en a d'autres qui sont là, mais grand fan de Dépêche Mode, je sais, et notamment McCartney. Donc, non, je t'en prie, vas-y. Donc c'est un groupe qui est né en même temps que Bronski Beat, dont tu parlais tout à l'heure, et là c'est leur tout dernier titre, donc ça fait un peu remonter dans le temps avec ce groupe qui reste depuis 40 ans comme un des groupes les plus créatifs, les plus inventifs, mais aussi émouvants de ces 40 dernières années. Ils ont toujours été innovants, ils ont toujours su nous toucher, et puis il y a toujours ce mariage entre un univers sombre et une pop qui rend la chose moins dure à avaler, et puis il y a toujours cette dynamique. Donc le titre que je vous propose d'écouter, c'est Ghost Again, qui vient tout juste de sortir. C'est en avant-goût de leur concert parisien au Stade de France le 24 juin, donc c'est très en avance. Et il reste encore des places, je crois, enfin ça revient de temps en temps. Et avant la sortie le 24 mars de leur tout dernier album, Memento Mori, qui donc veut dire n'oublie pas que tu vas mourir. Donc c'est toujours dans la grande gaieté, mais ce titre évoque en gros l'idée de fantôme, le temps qui passe, le deuil. Donc on a donc une pensée aussi pour Andrew Fletcher, qui faisait partie du groupe et qui est décédé l'année dernière. Et l'album a été composé un peu avant sa mort, enfin, donc il est partie prenante du disque, mais on ne l'entend plus, je crois qu'il n'a pas eu le temps d'enregistrer, enfin j'ai un doute sur le contexte. Mais bon, entre ce titre et de la chanson puis de l'album, il y a un côté testamentaire, à la fois de leur ami qui est mort, mais aussi d'eux-mêmes. Est-ce que devient ce groupe, combien de temps a-t-il encore, enfin il y a des trucs quand on les voit ensemble dans le clip, le 7e saut, référence au 7e saut de Bergman, et c'est flippant quoi. Enfin il y a ils jouent avec la mort, enfin ils évoquent la mort, et en même temps il y a ces sonorités, ce rythme qui rend tout ça dynamique et très vivant en fait. Donc ils sont sur deux niveaux, et c'est magnifique, et 40 ans après, il y a toujours la même créativité. Moi, je trouve ça. Pascal, c'est toi. Le bruit que vous venez d'entendre est Pascal. Je dénonce, non, c'est horrible. Donc, c'était Dépêche Mode, toujours Bulle de rêve à l'antenne, l'émission 100% cinéma d'animation. Varié à froid. You're cold. Yes, a bit. Elle a mis son manteau. Il fait voilà, toujours un peu froid dans les studios, mais c'est agréable, c'est revigorant. C'est une radio libertaire, c'est pour ça. Ouais, puis je trouve ça revigorant. Moi, j'aime bien ce côté-là. Allez, arrêtons de digresser comme on le fait trop souvent ici à Bulle de Rêve. Revenons sur nos deux invités, Varia Yakovleva et Émilie Pijard. Émilie, il y a quelque chose d'intéressant, et on en parlait un tout petit peu avant au niveau des sujets, et c'est drôle, juste après Dépêche Mode où Pascal parlait du mélange entre à la fois une musique un peu dansante et puis peut-être des sujets un peu plus durs. Il y a de ça aussi, parce que finalement dans Encore un gros lapin, alors c'est un peu en derrière, mais il y a l'idée de grandir, elle a d'un seul coup ses seins qui lui poussent, elle part et elle revient, il y a un moment donné en noir et blanc, on sait pas trop, tu le dis pas si le chien est mort. Non mais on s'en doute, mais c'est pas dit, je veux dire de manière directe, mais on se doute bien que c'est les pères de l'enfance. Dans Bamboul, il y a quand même cette obligation de la société dans les publicités à un moment donné d'être, et surtout encore plus évidemment malheureusement pour les femmes, d'être dans un certain style. Donc c'est important pour toi jouer avec l'humour, faut que le film soit quand même drôle et il faut faire rire les gens comme tu disais, mais quand même
dire des choses. Oui, tu sais, ce proverbe, c'est avec l'humour qu'on arrive à mieux dire les choses, à faire passer des choses. Moi, je crois énormément en ça et je trouve que c'est vrai que l'humour permet ça. Et que j'aime aussi beaucoup rigoler, quoi, et que je trouve que, en effet, j'ai envie de mixer les deux et le message est beaucoup plus doux, beaucoup plus clair aussi. Tu penses que tes films, quand on te connaît un peu, te ressemblent vraiment ? C'est-à-dire, justement, peut-être faire attention à ce qui se passe autour de toi quand même, c'est-à-dire ne pas être éloigné du monde, mais avoir en effet cette énergie et essayer de peut-être butiner partout, enfin voilà, d'aller... Ouais, c'est sûr que mes films me ressemblent, hein, je pense que... Tu vois, ils me ressemblent bien. Mais oui, en effet, c'est vrai que, tu vois, quand j'ai rencontré Urshka, ma co-réalisatrice, moi, j'étais assez épatée par un truc qu'elle avait, c'était qu'elle avait ce sujet sur la féminité, donc très féministe, très engagée, et c'est sa ligne de mire, quoi, tu vois, elle avance sur ce sujet, c'est son cheval de bataille. Et moi, je n'ai pas ça, mais j'étais ultra, pas envieuse, mais tu vois, je trouvais ça génial, tu vois, avoir un angle d'attaque et faire que des films dessus et tout. Et moi, je me dis, mais j'ai pas ça, tu vois, j'ai pas un sujet qui va me porter comme ça et faire que des films autour de ça. Moi, j'ai l'impression, en effet, que, comme tu dis, c'est des choses de ma vie que je viens butiner et qui m'intéressent et que j'ai envie de scénariser, j'ai envie d'écrire. Voilà, c'est ça, en fait, plus qui m'intéresse et je pense qu'au final, c'est ça qui me caractérise aussi. C'est tous ces petits trucs que je viens butiner et qui vont faire que je réalise quelque chose. La curiosité aussi, quand on regarde, tu peux faire aussi bien... alors bon, comme beaucoup de gens, hein, t'es pas la seule en animation à faire de l'illustration, mais tu fais en plus de l'illustration, tu vas faire des affiches, tu vas faire des ateliers, tu fais du vidéo mapping même, à un moment donné. Tu fais un jeu du dessin sur Instagram pour les gens qui veulent te suivre, voilà. On avait dit d'ailleurs qu'on en ferait un. C'est dommage, on voulait en faire un avant et on n'a pas eu le temps. On est fatigué de la soirée en fait. Voilà, c'est ça. Et donc on a un peu ça, mais voilà, t'as un jeu du dessin assez drôle où tu dessines des personnages et on doit les deviner avec ton style un petit peu. J'ai vu, t'avais édité un livre Josepha, donc qui est peut-être aussi un court-métrage. Ça c'est mes projets placards. Ouais, mais t'as plein, il y a plein de choses comme ça. T'as besoin de cette espèce de boulimie, un peu. T'es une bamboule de. Je suis une bamboule de la création. Non, c'est vrai que je m'arrête pas. Mais je m'arrête pas, mais pour faire mes projets à moi. Tu vois, parce que souvent, j'ai besoin de faire mes trucs à moi, quoi. Depuis gamine, je me rends compte que j'ai mon truc vraiment qu'il faut que j'ai à moi et que je développe. Et c'est vrai que là-dessus, je m'arrête pas. Et attends, je voulais dire un truc aussi, mais j'ai perdu le filon. C'était quoi ? C'était sur tous les projets illustration, en effet, j'en fais un peu plus parce que des fois, l'animation me fatigue et j'ai l'impression de me répéter un peu aussi. J'ai du mal à trouver des fois une sorte de nouveauté. Et donc l'illustration, je me suis mise à l'iPad, je me suis mise à plein de nouveaux, tu vois, outils que je trouve formidables pour essayer de changer de style, parce que, tu vois, Varia, je trouve ça vraiment ultra intéressant aussi de pouvoir changer par rapport au sujet que tu as envie de raconter. Parce que moi... oui, c'est ça que je voulais dire. Parce que, tu vois, moi, je viens des arts déco, et les arts déco, en fait, on est assez pluridisciplinaire, c'est le mot. Et c'est vrai que j'aime cette diversité, j'ai pas envie de m'ennuyer, tu vois. Donc, c'est quelque chose que j'aime toucher ça. Si demain, on me propose de faire un truc complètement différent, mais je vais être la première à fond dedans. C'est quelque chose où j'aime découvrir des choses nouvelles. Et donc pour revenir à Varia, tu vois, c'est quelque chose où moi ça m'intéresse bien aussi. Aux arts déco, c'est un truc qui me passionnait d'essayer de trouver un style qui s'accorde au sujet que tu as envie de raconter. Et c'est vrai que moi, mon style quand même, c'est des dessins d'enfants et tout. Et des fois, ça peut m'enfermer. Je me dis, t'as peur de ça ? Tu peux avoir un peu peur de ça, qu'on se dise ça c'est du Émilie Pigeard et qu'il y a un côté. Ça met. Ouais. Et alors c'est bizarre parce que c'est ambivalent ce sentiment parce que tu vois, moi mon copain par exemple, lui il fait de la BD et lui il est un peu comme Varia, c'est-à-dire il va changer de style complètement d'une BD à une autre par rapport au sujet qu'il aborde. Et moi, je trouve que c'est d'une puissance vraiment. Je suis assez fascinée par ce genre de personnes, de directeurs ou tu vois, parce que je me dis c'est osé, tu vois. Et moi, et alors à l'inverse, mon copain me dit mais tu te rends pas compte, toi, t'as un style. On vient te chercher pour ça. C'est quand même assez fou d'avoir ce style. Il est un peu jaloux de ça et moi, je suis excessivement jalouse de, tu vois, de. On veut toujours l'inverse. Ce qu'on n'a pas. Ouais. Mais est-ce que c'est pas ça l'intérêt justement de faire quand on regarde, parce que tu changes un petit peu justement tout ce qui est vidéo mapping, tout ce qui est atelier. Ouais. Alors je sais plus si t'en fais encore aujourd'hui, oui, mais j'adore. Enfin, il y a de ça aussi. C'est finalement c'est peut-être confronter ton style
à plein de médias différents, plein de créations artistiques différentes. Et là, tu vois, je me confronte à un truc assez nouveau qui me passionne, c'est je me mets plus dans l'illustration jeunesse. Et tu vois, je montre tous mes dessins que j'ai plus en animation. Et en fait, les enfants, ils comprennent pas mon trait. Comme je te dis, les enfants, ils ont pas le second degré pour comprendre mon trait qui est très fort et qui peut être violent. Et en fait, je me rends compte que si je me mets dans l'illustration pour enfants, il faut que j'arrive à atténuer, à lisser un peu plus mon trait, à parler plus aux enfants. Et ça me passionne un peu. Vraiment, c'est des choses aujourd'hui où j'ai envie d'aller creuser, fouiller et essayer d'un peu plus diversifier mon trait et de voir, pour pouvoir parler aux enfants et garder ce trait que je trouve aussi assez intéressant, que j'ai réussi à développer avec l'animation, mais pour voir un peu plus switcher d'un univers et d'un autre. Ça, je trouve que c'est une force. Si j'arrive, tu vois, à faire ça, je me sentirais puissante. Maria, we were talking just right now with Emily about first the directing, and she plays a lot with comedy, but with strong subject, but inside the comedy, you are more direct. It's important for you to just your film are more like, not slap, but almost, when we watch it, it's kind of you like to play with direct images. So it's important for you to have that kind of cinema. You mean tough? Yeah, but tough, but you show it. I mean, it's not, you're not going to try to take another, I think I use a lot of this kind of way. Different path? Yeah, you think so? Yeah, I think so. Yeah, and I do not show everything direct. So maybe I ask myself, maybe I should. Because, to be more. One Love is quite direct. It's quite, you take it. To maybe if I speak about rapeness, to show that moment, I do not. I always show just a part. So. Yeah, but it's still, we feel it quite strongly. Okay. No? Don't you think? No, the corruption, we talk about politics also, you talk about corruption. You talk, it's quite direct also. It's, yeah? Yeah. Okay. So do you think it's maybe more unconscious, not conscious, or when you direct and you have, like you say, you improvise a lot at one point, you just I think it's good when it's in balance. Metaphors and direct real subject. So when there is some balance between them. Ok, donc je lui demandais si je trouvais que ses films étaient plutôt directs au niveau image. Elle n'était pas forcément d'accord. Elle me dit qu'elle pense que justement, elle ne montre pas tout. Et en effet, par exemple, dans One Love, il y a une scène, on peut imaginer qu'il y a une scène de viol, qui se tue. Et elle dit, elle ne montre pas directement cette scène-là de manière frontale. Et elle disait qu'elle aimait bien. Donc moi, je disais quand même que même si elle ne montrait pas, les choses étaient assez évidentes. Et pour elle disait qu'elle aimait bien justement, qu'elle pensait qu'elle ne le faisait pas, parce qu'elle aimait bien l'équilibre entre les deux justement, et de pas toujours tout montrer, et de laisser aussi des choses un petit peu de jouer sur des métaphores, de jouer entre l'idée de métaphore et de montrer des choses un petit peu plus directes. We're running out of time, but so you will talk a little bit about your last project, your new project. No? Yeah, I can say just a few words. So yes, it's I call it Coupable or Guilty Girl. So it's about relationship, as I told, between father and daughter, when daughter discovered that her loved before father is a serial murderer, and all village suspect him in this serial murder, and so it's about complicated feelings and how society pushed you to change, and sometimes it could broke some people. And this feeling of guilty make the main character to do some really horrible act. So this is what about. Donc voilà, je disais juste son dernier film, son prochain film qu'elle est en train de préparer, en résidence notamment à Angoulême ici, et en fait c'est un film qui s'appelle Fille coupable, Guilty Girl, et qui serait c'est une fille qui apprend que son père on pense que c'est un tueur en série, et donc c'est la pression sociale qui vous oblige en fait à changer et à modifier qui vous êtes, et elle va jouer sur les deux. C'est en construction un petit peu en ce moment, sur cette idée donc de
des choses que vous allez faire qui sont peut-être des mauvaises choses parce qu'on vous pousse un petit peu à regarder la réalité d'une manière un petit peu différente. Toi, Émilie, t'as déjà des projets en tête, t'as des choses, tu vas faire un long métrage. Oui, on m'a proposé là, direct hier, c'est parti là. Bamboule va au collège. Tu vois, j'ai pensé à... Ouais, bien sûr. Non, mais en plus, c'est horrible, là, parce que quand t'as le César, après, j'ai l'impression que... Alors, quelle est la suite ? Et en fait, j'ai envie de dire, mais non, non, en fait, encore une fois, j'ai eu un peu un burn-out après, comme la vie sexuelle de mamie, et j'ai dit plus jamais d'animation. Et en fait, finalement, la vie sexuelle de mamie, ça a tellement fonctionné là, dans plein de festivals que je me dis, peut-être que, en fait... il va me redonner, je peux peut-être retrouver encore un truc, et en fait j'ai une idée, mais j'ai pas forcément envie d'en parler, tu vois, parce que c'est juste savoir si t'avais des choses. Mais oui, j'ai un truc peut-être en animation, mais comme une fois j'ai du mal à l'écriture, je vais écrire avec mes dessins, quoi. Pour un moment, j'en suis à là. J'ai aussi un projet BD depuis beaucoup d'années, et ça aussi, je suis en train d'écrire l'histoire, et c'est sur à la base, c'est ce qui avait donné la vie sexuelle de mamie, parce que le style de ce film, je l'avais déjà cherché, je l'avais déjà un peu trouvé pour cette idée de BD. Et donc, en fait, je continuerai, mais en changeant un peu le style, sur en fait l'histoire d'une tante à moi qui habite à Brive-la-Gaillarde, donc dans le sud-ouest, et qui a plus de 80 ans et qui est assez, alors tu vas me dire, une relation assez avec la vie sexuelle de mamie, mais qui a des relations amoureuses encore à son âge, et qui est très très active, et en fait, il y a des histoires assez folles. Et j'ai plein d'enregistrements d'elle, ça fait des années que je l'enregistre, ça fait depuis 2015 que je vais la voir, c'est ma tante, quoi, et que je l'enregistre. J'avais acheté un petit audio Zoom pour l'occasion, donc je pense que j'ai plus de 60 heures de rush de ma tante, et elle a plein d'histoires folles, et en fait j'ai fait tout un tri dedans, et j'ai un peu un fil conducteur de ce que je voudrais raconter sur elle. J'aimerais bien faire une BD de ça, et après un autre petit projet aussi, illustration jeunesse, que j'avais écrit aussi, un autre petit projet lié à cet éléphant du coup Josepha dont tu parles, qui j'essaie de faire des petits livres jeunesse, m'adapter à un trait, comme je te dis, un peu plus... T'essaies de faire des ponts, et je te laisserai finir, mais t'essaies de faire des ponts entre tout ça, les commandes, les choses comme ça. T'aimes bien d'un seul coup que tout soit peut-être... Non, parce que justement, en fait, je vois des réalisateurs qui aiment bien avoir un fil conducteur dans leur carrière. Moi, je pensais être comme ça, en mode, tu vois, j'ai commencé par Encore un gros lapin, après j'ai fait Bamboule, mais on retrouve, et maintenant je fais Granny, et tu vois, on pourrait se dire qu'il y a dans l'animation, je pense que je me suis assez, mais je me lasse un peu dans l'anime. Comme je te dis, je me dis, j'aimerais bien me bouger les fesses et changer complètement, faire de la stop-mo limite, et me redécouvrir dans un truc. Parce que l'animation, j'ai l'impression que, même aujourd'hui, tu vois, je vois, on me demande mon style, mais... Alors, certes, je change de style à chaque fois. On dirait pas, mais je change de technique, je vais dire, tu vois, parce que Encore un gros lapin, j'animais... en fait, à la journée, je faisais 60 pages par jour sans regarder, et à la fin, je scannais tout, et ça faisait le film. C'était très expérimental, mais voilà, c'est comme ça que j'avais animé. Donc à l'arrache totale, Bamboule, c'était sur le banc-titre, j'animais sur le banc-titre en live, et je recopiais une sorte d'animatique que j'avais fait, donc c'était une technique. Et La vie sexuelle de mamie, je faisais carrément tout sur TV Paint, on imprimait, et après on colorisait et on scannait. Donc quand même, pour moi, il y a à chaque fois une nouveauté dans le process. Parce qu'il me faut ça, parce que sinon, comme dit Varia, c'est boring, quoi. Mais j'avoue que selon les médiums, tu vois, l'illustration, l'animation, j'aime bien en fait ouvrir mon champ, et je trouve que c'est encore plus enrichissant quand tu vas aller vers des trucs complètement différents. Aujourd'hui, j'ai envie de limite ouvrir un maximum, quoi. Varia, last question I wanted to ask you before. In your film, you talk a lot about really strong subject, and of course, homeless people. You talk about the cowardice of men. You talk about like we said, talk about political, thing, the downfall of a human being in the second one. So there is a lot of really strong subject in your film. I don't know. Sometime in illustration or another film, do you want to do something else and do something more? Not light, because you want to talk about life also, but yeah, do you have that in mind sometimes? Say, okay, I won't talk about this strong subject and I will do something else. No, I think that I don't know. It's usual for me just to think about some serious topics, but in fact, maybe I want to try to be more light, to put some part of humor on my films. So because you're funny.
in life. So you could bring also a little bit of you Thank you. in the film. Je lui demandais, parce que les sujets de Varia sont souvent très durs. Elle parle aussi bien de l'acheter des hommes, de politique, de ce qui se passe à nous empêcher dans son pays, enfin dans beaucoup de pays, pas que dans son pays, dans tous les pays. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont assez drôles. Je lui demandais, parce qu'elle est assez drôle dans la vie, donc je lui demandais si elle voulait pas amener. Elle disait que oui, des fois c'est vrai qu'elle avait cette idée alors qu'elle a été souvent sur des sujets assez sérieux finalement, d'amener quelque chose d'un tout petit peu un peu plus léger, un petit peu plus un petit peu plus doux et un peu plus d'humour dans ses films. Et là, normalement, parce que je voulais, juste avant que Pascal nous appelle, mais Nicolas a été ouvrir la porte, ce qui fait qu'il n'y a plus personne. Et ce qui fait que c'est le moment de solitude de se dire, parce que normalement Nicolas a peut-être dû trouver, oui il revient, est-ce que tu as trouvé la dernière musique que je t'ai demandé? Donc on va passer en MP3, c'est un peu une espèce de clin d'œil pour mes invités, pour les gens qui hier soir ont un peu trop bu. C'est une chanteuse qui s'appelle Lucy Spragan et c'est Last Night, c'est une chanteuse un peu pop qui est arrivée, qui a fait, vous savez, tous les trucs chauds. Et donc si vous comprenez l'anglais, elle dit, elle raconte qu'elle a bu et tout ce qu'elle a pu faire une fois qu'elle a bu. Donc on écoute ça. Voilà, donc c'était Laurie Spriggan, et en fait j'amènerai Pascal au concert avec moi parce qu'il dansait, donc c'est bon, on a ça. Pascal, je suis désolé, elle est à 8 minutes, mais pour nous parler de Berlin, qui est l'un des seuls festivals à Venise de faire un peu, à quand même mettre l'animation. On se rappelle que, peut-être que tu vas le dire, et je suis désolé, mais que l'Ours d'Or, le dernier, enfin voilà, le seul Ours d'Or, mais quand même Miyazaki avec le voyage de Chihiro, donc il y a quand même des choses. Donc Berlin, on t'écoute. Bah voilà, pour aller dans le contenu de ce que tu disais, si pour le cinéma de fiction en prise de vue réelle, le festival de Berlin est souvent décevant. Enfin, il y a des bonnes choses, hein, mais la compétition n'est peut-être pas au niveau d'autres festivals. Par contre, le festival de Berlin... Juste, excuse-moi, comme le disait peut-être Marie-Pauline Mollaret dans un de ses articles, est-ce que Thierry Frémaux et Cannes n'essayent pas de tout contrôler, de dire ça, et qui Venise fait que, avant pour les Oscars et Cannes ensuite pour donc, c'est difficile d'avoir des films de fiction qui fassent partie des meilleurs. Mais par contre, là où Berlin se distingue vraiment, c'est dans le documentaire de création, dans les films qui tournent autour des montages d'archives, ou vraiment un travail très recherché sur l'expérimental aussi, sur l'animation, qui sont tous ces parents pauvres des autres grands festivals, même si Venise s'en sort un peu mieux, mais à Berlin, il y a quand même eu un prix de la mise en scène pour Wes Anderson, pour L'île aux chiens par exemple. Il y a eu plusieurs films qui ont été très séduisants. Alors, déjà en compétition, il y avait Art College 1994 de Lou Yan qui avait déjà fait Have a Nice Day. Bon, je suis parti avant la projection du film, donc j'ai pas pu le voir, hélas. Hélas, j'ai réussi à voir Suzume de Makito Shinkai, qui est un peu décevant. Mais Shinkai, juste, c'est Your Name, enfin voilà. Qui est un réalisateur. Je trouve que c'est un cinéaste qui a un potentiel, mais qui pour l'instant n'a pas complètement séduit. Même Your Name a du charme, mais il va trop vers la sensiblerie, il va trop vers l'explicatif. Quand on comprend, quand on en parlait avec Marie-Pauline, on comprend ce qu'il va raconter, il faut qu'il insiste, qu'il répète, alors que d'autres éléments de scénario qu'on ne comprend pas. Pourquoi un chat méchant, par exemple, super méchant, donc c'est génial, devient très gentil à la fin, sans qu'il y ait une évolution concrète. Donc, il faut regarder 5 cm par seconde, il faut regarder les tout premiers Shinkai qui laissent beaucoup plus justement d'espace à l'imaginaire, des choses comme ça, ouais. Mais heureusement, il y avait de bonnes choses quand même. En premier lieu, le film de l'Iranienne Sepideh Farsi, donc La Sirène, elle a déjà réalisé plusieurs longs métrages, documentaires, fiction en prise de vue réelle. Là, elle passe à l'animation. Alors, je ne le connais pas, mais c'est un certain Zaven Najar qui s'occupe de l'animation, mais toi, tu connais peut-être mieux. Oui, qui est Art Déco aussi, tout à fait. C'est la mafia Art Déco. Ouais. Donc, qu'on aura sûrement, je sais que Marie-Pauline adore aussi ce film. Donc c'est vraiment une très belle réussite. Ici, en fait, la réalisatrice évoque un drame historique qu'on a complètement oublié aujourd'hui, qui pourtant a façonné une partie du monde oriental d'aujourd'hui. C'est le siège de la ville d'Abadan, que je ne connaissais pas, en Iran, en 1980. Donc c'est vraiment entre la révolution iranienne, la guerre en Iran-Irak. Et c'est à travers le regard d'un garçon de 14 ans qui est resté avec son grand-père sur place, alors que le reste de la famille a fui et que son frère aîné a rejoint l'armée. Donc ça, il y a une atmosphère tragique, dramatique. Sepideh Farsi capte un vrai moment de terreur absolue, avec la population qui vit dans un danger permanent. Et elle expliquait qu'elle a voulu faire ce film en animation pour créer une distance, créer une magie aussi. Et surtout qu'il n'y a pas de film qui parle de ce fait historique autre que des films de propagande.
Donc elle voulait combler ce vide, ce qui rappelle un peu les démarches par exemple de Riti Pan avec la guerre au Vietnam. Donc il y a cette dimension-là de faire à la fois un film politique, historique, tout en faisant du cinéma. Il y a des plans de mise en scène qui sont assez incroyables. On voit des jeunes jouer au foot par exemple. Donc le gardien de but... Tout le monde a le regard tourné vers le gardien de but et lui voit ce qui se passe derrière. Il y a une centrale nucléaire. La centrale nucléaire est bombardée. Et donc il y a des chants contre chants entre ce que lui voit, c'est-à-dire un drame absolu, des bombes qui tombent sur une ville, donc sujet universel hélas. Et de l'autre côté, ceux qui se disent « Ah ouais, on va marquer. Ah non, il va encaisser le but. Pourquoi il regarde ailleurs ?» Et donc il y a un travail sur la mise en scène, j'ai eu c'est vrai un tout petit peu de mal avec quelque chose dans l'animation, mais c'est vraiment un détail. Parce que très vite, on est emporté par la mise en scène, comment Sépideh Farsi fait vivre ses personnages. On y croit quand on est vraiment dedans avec eux. Il y a des choses très réalistes, d'autres choses beaucoup plus étranges. Donc voilà, il y a notamment c'était de fuir le pays dans un bateau retrouvé sur un port que ce gamin de 14 ans va retaper. Et ça a l'air totalement réaliste, c'est plus ou moins tiré de faits réels, avec des libertés. Et donc il y a un côté Arche de Noé, totalement inattendu, avec des gens très différents qui sont amenés vers ce bateau, notamment une ancienne chanteuse, une vedette qui accompagne tout ce monde. Et il y a vraiment des très très belles choses. Juste Pascal, excuse-moi, il te reste 3 minutes, je ne sais pas si tu dois dire. Mais voilà, pardon. Je vais passer à aussi un autre film. Et juste, est-ce qu'il y a une date pour la sortie pour les gens? Non, pas encore. D'accord. Moi, je pense que ce sera plutôt à partir de l'automne. D'après, je ne vois pas maintenant sortir avant l'été. L'actualité est trop chargée. Mais voilà, c'est un film qui sortira plutôt pour moi. Qui sera à Annecy en juin, donc ils ne vont pas sortir avant Annecy. Il y a un autre film que je voulais citer qui s'appelle Deep Sea du chinois Tian Xiaopeng. Alors, je me suis beaucoup ennuyé pendant une grosse partie du film. Il y avait un côté très enfantin. Mais il y a des choses qui l'enveloppent, quelque chose de beaucoup plus dramatique, beaucoup plus tragique. En fait, c'est une fille qui s'entend de 14 ans, un peu moins, qui ne s'entend pas bien avec son père, qui s'est remariée avec une femme et qui a un autre enfant. Donc, elle se sent très exclue. Ils font un voyage en bateau et elle est emportée par une vague. Et là, elle se retrouve dans une sorte d'univers merveilleux. Quand elle tombe sur un beau jeune homme. Alors, comme dans Suzume, il y a une sorte de croisement. Quand elle le voit, elle dit « Ah, mon Dieu, il est beau !» Et en fait, très vite, on se rend compte que c'est un type absolument abject qui veut récupérer des créatures sous-marines pour en faire de la nourriture. Et il y a un univers, à un moment, il y a des moments tragiques, sombres, cruels. Il y a des petits animaux en fourrure qui sont très gentils pendant 1 heure. Et d'un coup, ils disparaissent parce que il y a une évolution dans le film qui rend le film très proche de l'Ozitpi. Donc il y a un côté narratif comme ça qui tourne autour de ça. Et la 3D dans le film est tout simplement magique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un univers qui est créé. Et on est vraiment dedans, on est emporté. Je crois qu'il y a que James Cameron Avatar qui a réussi à utiliser la 3D comme ça. Donc moi, tout d'un coup, ça m'a repris. Et il y a des éléments vraiment... Et j'aurais préféré que le film ne soit que ça, presque, juste soit le côté cruel et dramatique de la vie de cette petite fille, soit ce côté horrible avec vraiment des effets visuels assez terrifiants. Et donc les gamins qui parlaient beaucoup pendant un moment, tout d'un coup étaient obligés de s'arrêter, de silence, quoi. Et donc ça j'ai plutôt bien aimé. Et je sais pas si j'ai un tout petit peu de temps. Non, on va devoir arrêter, mais on te laisse. J'ai juste adoré de Ousmane Serfon qui est complètement malade. On en reparlera. Voilà. On reparlera donc le dernier Ousmane Serfon, en effet, qu'on marquera. Comme quoi, tu vois, Émilie, il vaut mieux pas connaître ces hommes qu'on trouve beaux, ces beaux hommes. T'as bien fait de pas rencontrer Brad Pitt hier. Brad Pitt, non, comme cette femme qui d'un seul coup se rend compte qu'il est méchant. Peut-être que Brad Pitt est juste une personnage. Peut-être un peu moins aussi. Mais horrible. Et puis voilà. Nicolas, merci beaucoup à Émilie et Varian. On aurait pu parler avec vous beaucoup plus. Merci, thank you so much for being here. Nicolas, je sais pas s'il y a l'émission de l'avance, sinon on peut passer, il y a le morceau qui fait 3 minutes, qui est toujours tiré de Blue Waltz, le dernier album, donc, dont je vous ai parlé, de mon frère qui joue demain. Merci beaucoup, on se retrouve le mois prochain avec L'Horizon dans le brouillard.